Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Aujourd'hui, je reçois Adrien Mater qui a une histoire qui, je pense, va parler à pas mal de personnes. Souvent, quand on est jeune, on se sent invincible, on se fait des petites douleurs à l'entraînement, des petites blessures par-ci par-là, mais le corps est jeune, il récupère facilement, on ignore les signaux. Et Adrien, c'était exactement ça, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les arts martiaux, qui aimait beaucoup le combat. Au fur et à mesure, il se faisait un petit peu mal, et puis il a ignoré ça, et au bout d'un moment, il est arrivé à un point où il était vraiment très blessé, il avait grosse douleur à la hanche, grosse douleur au dos et tout ça, et il a dû chercher comment se reconstruire, et ça a été par la pratique du pilates et du yoga notamment, et ensuite il en a fait son métier et sa vie, puisqu'il est désormais coach de yoga principalement et de pilates également, et il sort un livre sur le yoga pour les hommes, voilà, avec une approche qui est vraiment très adaptée au corps masculin et aussi à l'état d'esprit, parce que pour lui il y a tout aussi un état d'esprit qui accompagne les problèmes qu'on peut avoir physiques, le lâcher prise, le relâchement et tout ça. Donc voilà, on a une conversation bien sûr sur son parcours, sur comment il en est arrivé où il est aujourd'hui, et je suis sûr que ça va t'intéresser. Allez, je te laisse tout de suite écouter ça. And now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Bon, Adrien, on va parler de comment on s'est rencontrés. Moi, la première fois, en tout cas, dont je me rappelle de toi, tu me corrigeras si c'était pas ça, c'était que tu es venu faire un cours de Wing Chun ici. Et le cours, c'était pas très bien passé pour toi. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je me rappelle qu'à chaque fois que je suis venu chez Fushan Kun, c'était une expérience physique et mentale. Moi, il me semble que la première fois qu'on s'est vu, c'est parce que tu venais d'ouvrir ta salle. Et donc, moi, je suis devant à la base. Ouais. Et j'étais au lycée, juste à côté. Je faisais déjà des arts martiaux, du kung-fu traditionnel, en gros. Et bon, bah, j'étais un peu intrigué par cette salle qui venait d'ouvrir. J'étais venu, je t'avais posé plein de questions sur ce que tu avais fait, comment ça marchait ici. Et je me rappelle que soit j'ai transpiré, soit j'ai toussé, soit j'ai saigné du nez en général quand je venais. Et j'ai vu, la dernière fois où je me suis entraîné ici, c'était au Fight Camp. Ouais. Où j'ai vu que ce que j'avais fait entre-temps, ça m'avait aidé à être plus à l'aise dans la pratique. Mais sinon, c'était toujours des bonnes expériences, parce que c'était une autre façon de pratiquer, plus concrète. Et j'en ai pas fait tant que ça, mais c'était important dans mon parcours de voir une autre vision de l'entraînement. Donc ça s'était pas bien passé peut-être. Je me rappelle plus, tu pourras raconter l'anecdote. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de revenir. Donc ça s'est pas si mal passé que ça. Voilà. Alors moi, ce que je me rappelle, ça m'avait marqué parce que j'ai trouvé ça intéressant, même sur le plan psychologique et tout. Effectivement, c'est vrai que tu étais venu me demander, tu m'avais dit que c'était quelque chose qui t'intéresserait peut-être un jour d'ouvrir une salle, tu étais venu me poser des questions et tout. Mais ouais, à l'époque, pour remettre un peu de contexte, moi, les cours de Wing Chun étaient assez différents des cours de Wing Chun que je donne actuellement. C'était un Wing Chun très orienté combat sportif aussi, beaucoup de physique. Et du coup, c'était pas une version vraiment complètement simplifiée, mais c'est-à-dire qu'on se concentrait quand même beaucoup sur ce qui fonctionnait en combat. Et j'avais une bonne équipe d'anciens qui... on avait régulièrement des gens de différents styles, de boxe pied-point, de ce que tu veux, et qui s'en sortaient toujours très très bien contre plein de styles, parce qu'on faisait beaucoup de sparring. Et on avait vraiment développé un Wing Chun combat sportif. Je parle pas de self-défense, mais vraiment combat sportif, dans des règles proches du MMA. On avait le droit d'aller au sol, on était avec des petits gants. C'était l'époque aussi du Pride, on se faisait des rounds de 10 minutes, puis de 5 minutes, ça en suivant les règles un peu du Pride. Et je me rappelle en fait de toi, où en fait, oui, t'as saigné du nez. T'as combattu avec plusieurs de mes élèves et t'es tombé, je crois, sur les plus anciens. Et à la fin du cours, le cours était terminé, t'es venu voir et tu me dis, mais... dégoûté, ça fait je sais plus combien d'années que tu m'avais dit, je suis prof assistant dans mon club, j'en fais depuis tant d'années et mon style il marche pas, tu vois. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit on peut pas dire qu'il marche pas, c'est que déjà tu as été confronté à un style de combat que tu connaissais pas, et puis marcher pas marcher, en fait c'est une question de contexte, tu vois. Là t'es rentré dans notre contexte à nous, et donc forcément t'as l'avantage, tu vois, c'est comme
Là, les trucs qu'on voit des fois, ou par exemple le combat qu'il y avait eu Mayweather-McGregor, bon, bah, McGregor va sur le terrain de Mayweather, il part avec un désavantage de toute façon. Mais en plus, l'autre, c'est le meilleur de tous les temps, ou enfin, un des meilleurs de tous les temps. Mais en plus, il l'amène sur son terrain. Si ça avait été l'inverse, ça serait sans doute pas passé de la même manière, tu vois. Et donc là, t'es venu sur notre terrain. Mais c'est un truc qui m'avait marqué parce que dans les arts martiaux traditionnels, il y a aussi parfois cette absence un peu de concret. Oui. Et donc, tu peux vite être dans une impression que ce que tu fais, ça, voilà, t'y arrives et que tu vas réussir à le placer. Puis d'un seul coup, tu te rends compte que non, et ça peut être hyper dur à vivre, quoi. Et donc, j'avais senti que ça avait été dur à vivre pour toi. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, derrière, t'es revenu. Ouais, et Voilà. justement, toi, tu m'avais parlé de ça, du fait que tu avais étudié de façon assez traditionnelle et que tu avais fait cette transition-là en t'inspirant d'autres choses. Et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête dans la façon après dont soit je pratiquais pour moi, ce à quoi j'étais attentif. Et j'ai pas enseigné tant que ça les arts martiaux, mais quand j'étais responsable du cours, Ouais. je faisais des trucs plutôt simples, mais plutôt concrets, comme tu dis. Voilà, parce que c'est bien quand il y a, voilà, quand l'autre en face, il fait rien, hein, c'est un peu comme un mannequin de bois. Et puis le jour où ça répond un peu, et où ça répond, je pense que les différences de garde, par exemple, entre les gardes traditionnelles et les gardes de boxe, ça change beaucoup de choses. Et effectivement, tout dépend du contexte et voilà, de l'application qu'on en fait. Et qu'à la base, les arts martiaux traditionnels, ça vient quand même d'un truc guerrier sur les champs de bataille. Donc, l'essence de ça, c'était de pouvoir survivre. Ouais. Mais je pense que ça a été codifié et que petit à petit, cet aspect, cette nécessité, elle a un peu disparu. Et on est plutôt dans la codification et un truc où il y a beaucoup de règles et beaucoup encadré. Donc, de revenir vers le combat libre, en fait, on se rapproche de l'essence des arts martiaux. Et donc, je pense que c'était nécessaire ce parcours. Et moi, après, j'ai fait pas mal de sortes de petits pèlerinages martiaux quand j'étais au Canada et tout ça, par exemple. Et ouais, j'ai changé ma façon de pratiquer. C'était plus simple, mais j'ai monté mes mains, quoi. Une fois que tu as signé assez du nez, tu fais bon, d'accord, je vais monter les mains, et puis je vais rentrer le menton. Après, le reste, on verra, quoi. Après, en fait, il faut accepter je pense, tu vois, de savoir pourquoi tu pratiques aussi. C'est-à-dire que si tu pratiques pour être bon au combat, faut faire du combat. Mais même s'il y a un héritage guerrier, comme tu disais, dans les arts martiaux, aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent ça pour le plaisir avant tout, pour les bénéfices que ça peut t'apporter physiquement, mentalement, pour le lien social que tu vas retrouver dans les cours et tout ça. Et parfois pour l'efficacité, mais c'est plus au premier plan. Et donc, je pense que les cours aussi sont adaptés à ce que les gens y recherchent. Et puis, j'avais entendu quelqu'un qui disait ça, je trouvais ça intéressant, qui disait que souvent, en fait, les arts martiaux sont nés des champs de bataille et ont été codifiés ensuite. Et qu'après, en fait, ceux qui suivent derrière, ils font le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils apprennent d'abord et ils combattent ensuite. Alors que les autres ont combattu, ils en ont fait des déductions de ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, c'est le chemin inverse. Et forcément, c'est pas pareil. Surtout la nécessité derrière d'une vraie situation de danger dans ta vie versus faire ça pour le plaisir, pour un loisir. C'est très, très différent, tu vois. Après, je pense que c'est intéressant dans la recherche d'allier les deux à un moment. Parce que là, sur Internet, notamment sur Facebook, on voit plein de vidéos et je voyais des gamins chinois qui faisaient du kung-fu traditionnel. Et il y a un truc, quand même, il faut garder l'efficacité en combat. En tout cas, pour moi, c'est important. Mais finalement, faire des Tao, des trucs très sophistiqués, ça peut être intéressant parce qu'il y a... Effectivement, la gestuelle martiale, elle n'est pas que dans le combat, mais ça peut être, je sais pas, faire des acrobaties, des roulades, des trucs esthétiques. Et il y a une dimension d'efficacité, mais aussi d'expression. Voilà, ça peut être artistique. Et ça, c'est bien. Et je pense que si le but, c'est d'être fort en combat, mais c'est après de mener une vie sympa, au-delà de ça, que ça favorise la capacité d'expression, c'est important de comment, après, tu vas pouvoir parler aux gens. Comment est-ce que ça va être une sensibilité? Est-ce que tu vas être sensible à une œuvre d'art, une photo, un film, comment tu vas voir l'esthétique, et que les deux, c'est pas forcément contradictoire, qu'à un moment, ça peut être réuni, et je trouve ça intéressant pour l'épanouissement, parce que si c'est que combat, pète ta gueule, à un moment où c'est pas... La vie, c'est pas que ça non plus, quoi. Exactement, et c'est vrai que de faire quelque chose que dans l'optique de faire mal à quelqu'un d'autre, au final, c'est même, on pourrait argumenter le fait que ce soit pas toujours hyper sain, tu vois. Mais c'est pour ça que pour moi, la pratique... j'oublie pas l'art dans le martial. Et
Et voilà, parfois, c'est des stades de ta vie aussi où tu vas te concentrer plus sur l'un ou sur l'autre. Mais dans tous les cas, même si tu pratiques un art martial qui n'est pas efficace, entre guillemets, le fait d'améliorer la maîtrise de ton corps, de travailler sur ta vitesse, sur ta puissance, sur ta précision, tout ça, ça te donnera un avantage face à quelqu'un qui n'en a pas fait. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant face à quelqu'un qui fait un style de boxe pied-point ou de boxe anglaise, en tout cas un sport de contact plus qu'un art martial, un sport de combat? En général, non, tu vois. Mais on en revient à ce que je te disais, c'est pourquoi en fait tu pratiques, quoi. Il faut juste aligner ces deux choses-là, le pourquoi et l'action qui en découle, tu vois. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que je fais dans beaucoup des podcasts, c'est je trouve que pour comprendre où tu en es aujourd'hui, c'est bien de revenir un peu au départ. C'est le cheminement souvent qui est intéressant. Du coup, tu vas nous parler aussi de ce que tu fais, du livre que tu sors, pourquoi tu publies ce livre, mais revenir un peu à tout ce cheminement qui t'a amené à ça, parce que voilà, il y a l'instant T où tu en es, mais il y a surtout comment tu en es arrivé là et pourquoi. Du coup, je sais que tu as commencé les arts martiaux donc assez petit. Ado alors, ça dépend des Ado, points de vue. ouais. Pour moi, certains diront c'était trop tard, parce que j'avais 14-15 ans, donc voilà, là, c'était déjà fini. Non. Et en fait, c'était assez jeune, Ouais. ça dépend des perspectives. Mais ouais, parce que quand j'étais plus petit, moi j'étais obèse, j'étais maladroit, je détestais le sport, vraiment. Ouais. Le cours de sport, c'était ce que je redoutais le plus, quoi, avec le cours de maths. Et en fait, voilà, j'ai un peu évolué, j'ai fait des rencontres aussi sympas, et donc au début, j'allais dans un cours d'art martial, moi je savais pas trop, mais c'était pour être avec mes potes. Et là, en fait, donc c'était Vo San Tok ou Vo Vietnam, c'était kung fu traditionnel vietnamien. Déjà, personne me faisait de réflexion si je partais à droite alors qu'il fallait aller à gauche. Des fois, je tombais. Bon, personne se moquait de moi, donc je me suis dit, bon, ça va, déjà, ils sont assez sympas. Ouais. Et puis, je venais, mais une fois sur deux, une fois sur trois. Bon, je m'en foutais un peu. Et quand même, je voyais que ça me faisait du bien, parce que c'était l'adolescence, c'est une période où on se construit et c'est pas toujours évident. Donc, je voyais que ça m'apportait un truc, qu'il y avait une belle camaraderie. Et l'aspect social, je pense, dans la pratique, c'est important. Voilà, et puis le combat, ça m'a quand même plu de plus en plus, parce que même quand j'étais petit et pas sportif, j'aimais bien les films d'action, les trucs, les machins, bon, et puis c'était rigolo. Et au début, le combat, ça me terrifiait. La première fois, c'était des moments de stress, alors qu'en face, il n'y avait aucune pression, quoi. Mais le fait de me battre contre quelqu'un, c'était un truc... Donc c'était un bon défi, parce que je voyais bien que ça allait taper sur des peurs, des résistances... Et puis, en fait, je faisais ça à Issy-le-Moulineau, pas loin, avec Thierry Dijoux, qui est un expert. J'en ai vu plein depuis, mais lui, ça reste mon maître. Ouais. Et justement, lui, c'était un bel exemple. Il maîtrisait l'artistique. Quand il bougeait, c'était magnifique. Il faisait des saltos dans tous les sens. Et en combat, c'était un petit bonhomme tout sec, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont tenu contre lui. Donc, bon, il avait fait que ça de sa vie. Hein. C'est un métier vraiment... Mais donc, à un moment, je me suis dit, quand même, j'aimerais bien être comme lui, quoi. Et alors, j'ai fait un chemin depuis où je cherche plus à imiter les gens que je rencontre. Mais pendant un moment, c'était mon moteur et je suis content de plus faire ça maintenant. Mais en même temps, c'est bien d'avoir des exemples. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a un moment où je me suis mis à fond dans la pratique. C'était une pratique très riche. Donc, il y avait les Tao, les armes, les roulades et du combat. Et il disait que c'était un art martial de combat, même si on en faisait peu et pas comme tu disais, en mode un peu sportif. Donc, il y avait une dimension réaliste, si on peut dire, qui manquait un peu. Mais une des raisons pour lesquelles je suis arrivé aussi à Fushan-kun et dans d'autres salles, c'est qu'il nous disait, bon, voilà, c'est bien, vous faites ici, vous entraînez, mais il faut aller voir. Et je crois que ton prof, il t'avait dit ça aussi, quoi. Ouais. C'est bien, ok, mais il faut aller voir ailleurs comment ils font. Et puis, il avait un petit sourire parce qu'il se doutait déjà à peu près de comment ça allait se passer ailleurs. Mais c'était très formateur, quoi. Et donc, après, je me suis mis à fond dedans. Je faisais des études à côté et tout, mais moi, je voulais devenir pro. Et c'était un truc où il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Ouais. Il n'y avait pas de diplôme officiel. Donc c'était dur de gagner sa vie comme ça. Et en fait, maintenant, le modèle Fushan-kun, ça existe un petit peu plus, mais je pense qu'il y a, pendant un moment, les salles privées, en France, ça marchait pas trop comme ça. C'était dans des clubs municipaux, donc il fallait être avec une fédé, machin. Donc les gens, ils me disaient, bon, déjà, je suis pas Bruce Lee, et en plus, pour gagner sa vie correctement, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc je faisais des études à côté. Mais voilà, en fait, c'était un alibi. Moi, j'allais m'entraîner le matin avec mon pote. Après, le soir, je courais pour aller... Enfin, ma vie, c'était de pratiquer, quoi. Et il y avait une sorte de
dissociation entre ce que je faisais à la fac, qui me plaisait aussi, mais, et qui m'a permis de voyager au Canada, en Chine, où là, j'ai fait encore d'autres arts martiaux et c'était très cool. Mais il y avait l'envie étudié à la fac? À la fac, j'ai fait de l'anglais, du chinois, un peu de droit, des trucs comme ça. Bon, je papillonnais puisque c'était pratique. Ça me permettait d'avoir un petit boulot à côté et surtout de faire plein d'entraînements. Donc, mes parents, ils étaient contents, ils me lâchaient un peu la grappe. Et c'était une bonne expérience. Hein. Ça m'a servi plus tard. J'y reviendrai. Mais sûrement, si j'ai pu écrire ce livre aussi et faire d'autres trucs, c'est grâce à mon parcours universitaire. Donc tout était très juste finalement, même si à l'époque ça m'ennuyait un peu. Voilà. Et puis il y avait quand même cette idée de se professionnaliser. Et quand je suis rentré de Chine, j'ai passé un BPGEPS d'éducateur sportif, métier de la forme. Donc là aussi c'était un truc qui me plaisait pas vraiment parce qu'il fallait faire du fitness et de la muscu, alors que moi j'étais encore dans cette période où je vais devenir le plus grand combattant du monde. Mais ça m'a permis de rencontrer le pilate, le yoga et à un moment, il y a vraiment une synthèse qui s'est faite dans la gestuelle, aussi parce que je m'étais blessé, donc il a fallu que je me répare. Et voilà. Et c'est grâce à ça, on peut revenir sur des périodes, mais voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça, quoi. D'accord. Et donc, tu as mentionné que tu étais obèse quand tu étais enfant, mais c'est pas ça qui t'a poussé à faire des arts martiaux? Non, c'est après, en fait... un jour, ma mère, elle a vu que j'avais des vergetures et elle n'avait pas compris. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et donc, elle m'a emmené chez un médecin nutritionniste qui m'a laté un peu en me disant, mais c'est pas possible et tout. Machin. Donc, j'ai fait un stage d'1 semaine à l'hôpital où rien de spécial, mais j'ai réappris juste à manger. Et j'ai eu une sorte de déclic où, en fait, parce qu'avant, je grignotais devant la console, en gros, quoi. C'est ça ma vie. Et j'ai arrêté de grignoter. J'ai mangé à peu près sainement sans me mettre une diète de malade. Et puis, comme j'étais en pleine croissance, les deux ont fait que j'ai fondu. Et j'avais commencé à faire un peu d'escrime avant, mais voilà, c'est plutôt cette rencontre avec d'autres gens qui m'a poussé à faire des arts martiaux. Mais j'avais déjà perdu du poids à ce moment-là, quoi. D'accord. Et tu parlais du coup de tes études et tout ça, donc tu faisais le Vodantok, c'est ça? Ouais. Après, tu as commencé tes études. Ouais, et ça t'a permis de voyager et de faire donc d'autres styles. Ouais, c'est ça? Au Canada, en fait, y a un truc dans les arts martiaux japonais, ça s'appelle Musha Shugyo. Enfin, je sais pas si je prononce bien, mais c'est le pèlerinage martial, là, comme Miyamoto Musashi. Et moi, j'étais parti là-dedans, surtout que, en plus, le maître, il avait dit de le faire. Alors, quand le maître te dit de faire un truc, tu le fais, quoi. Et donc, au Canada, partout où j'allais, je cherchais des gens. Et j'étais à Vancouver, en fait, où il y a une grosse communauté asiatique. Et donc, trouver des gens qui font des arts martiaux à Vancouver, c'est pas compliqué, quoi. Notamment, une de mes premières rencontres, c'était un mec qui faisait du Wing Chun, justement. J'étais allé dans un cours de Wing Chun à la fac. Et j'avais pas du tout aimé, puisque le prof... il montrait plein de trucs. C'était le cours de démonstration. Et donc, en gros, il expliquait comment c'était bien son style. Et je pense qu'en 1 heure de cours, il m'a montré plus de techniques que mon maître en 5 ans avant. Et j'ai pas aimé ça, en fait. C'est comme s'il faisait le bonimenteur un peu en disant hey, « Regardez, tout tatati ». Et ça m'a pas plu. Mais par contre, j'ai rencontré un mec là-bas, avec qui on s'est bien entendu. Et lui, c'était un peu mon copain de bagarre pendant toute l'année, où la semaine d'après, on s'est retrouvés... à Vancouver, donc la fac, c'est un campus immense, c'est à l'américaine, donc c'est une ville dans la ville. Donc il y a des forêts, des piscines, des stades, des trucs, des musées, ça, c'est incroyable. Et donc on s'est retrouvés dans la forêt, à l'ancienne, et au début, on a tracé le nom de nos écoles en caractère chinois dans la terre et tout, machin, et après on s'est tapé, et lui c'était un neuneu aussi, donc c'était bien. En fait, il y a vraiment des fois où j'ai fait n'importe quoi, et je me suis jamais... Plus tard, j'ai eu des blessures plus sérieuses, mais il m'est jamais rien arrivé de grave. Mais à la fin, voilà, lui, il saignait de la bouche, moi, je saignais du nez, et on était super copains. Et toute l'année, on s'est retrouvés pour se taper dessus. C'était très chouette. Donc ça, c'était l'expérience un peu principale. Après, j'allais dans tous les clubs que je trouvais. Et du coup, un autre gros aspect de la pratique, c'était le Hapkido, dans un club universitaire, où là, le prof, il faisait... Ça aussi, c'était un bon exemple. Lui, il avait fait du Hapkido depuis qu'il était gamin, parce que son père était déjà prof. Donc, Hapkido, c'est un mélange de Aikido et Taekwondo, en gros, quoi. Ils font des clés, des super coups de pied. Et lui, il avait fait de la boxe, du Muay Thai, du Jiu-Jitsu brésilien. Il avait été videur. Enfin, il avait cherché comment faire des trucs qui marchaient, quoi. Quand je dis en concret, quand il montrait un truc, il avait testé en sparring et dans la rue, donc il n'y avait pas de problème, quoi.
Et pareil, donc dans le premier cours, on n'avait pas fait de combat. Mais à la fin, j'étais allé voir, j'ai dit, ah, écoutez, moi, c'était super, j'aimerais bien faire du combat. Il me dit, pas de problème. Et les mecs, ils restent à la fin du cours et ils se tapent. Et donc là aussi, un peu en mode Fushan-kun, je m'étais fait salement racler, mais j'étais revenu, j'avais trouvé ça trop bien, quoi. Et c'est là que j'avais découvert le sol, où je faisais un combat contre une petite nana. Donc j'étais plus lourd un peu et tout, donc j'avais un peu l'avantage. Et puis à un moment, on est tombé par terre. Je me suis dit, bon, bah par terre, c'est encore plus facile. Et non, parce qu'elle avait étudié. Et donc pendant 5 minutes, elle m'a tordu dans tous les sens et elle me faisait des triangles et des kimuras et des trucs. Et je, ah, c'est génial, enfin. Donc là, ça m'avait ouvert vraiment d'autres champs de pratique. Et j'avais trouvé ça super cool. Il y avait ça, j'avais fait un peu de Kyokushin. Et en fait, on avait monté avec mon pote qui s'appelait Wayne un fight club où tous les dimanches, il y avait ceux qui voulaient, on en avait parlé autour de nous, et on allait dans le gymnase de la fac. Et pendant 2 heures, t'avais des mecs de tous les styles qui venaient et on se tapait. Et donc, c'était cool, mais moi, je voyais bien j'avais du mal à appliquer vraiment. Donc, je prenais pas mal de coups. Et aussi, je me blessais quand je faisais des frappes. Enfin, il y avait un truc, je voyais bien qu'il y avait dans le traditionnel, il y avait un manque d'efficacité, mais je dirais même de praticalité de l'application concrète. Donc, moi, j'étais pas dégourdi. On m'avait pas super bien expliqué. Donc, ça faisait que par exemple, je m'étais beaucoup blessé les chevilles, des trucs comme ça. Mais je continuais. Et c'est beau quand t'es jeune, en fait, t'es invincible. Parce que je faisais une sieste, je prenais un bain. Je disais, ah bah, je vais mieux, donc je peux retourner m'entraîner. Et en fait, non. Et 10 ans plus tard, enfin, je garde des blessures. Là, ça va, parce que j'ai fait tout un parcours qui m'a aidé à nettoyer un peu. Mais en fait, les trucs, ils étaient pas guéris. Et moi, je voulais tellement réussir que j'y retournais et je me blessais. Il y avait un truc aussi, il y avait un cours d'aïkido tous les matins à 7h. Donc, il fallait que je fasse un long trajet pour y aller. C'était à la fac. Et on était 2 avec le prof. Et le prof, c'était un vieux japonais qui venait, il passait le balai, il brûlait de l'encens devant la photo de Ueshiba et tout. Enfin, c'était vraiment à l'ancienne. Et moi, j'étais un peu bourrin et donc il montrait des clés. Donc, je le faisais sur l'autre. Et pourtant, ça marchait parce que je voyais l'autre, sa gueule se déformait et tout. Donc, j'étais content. Et l'autre, il parlait pas très bien anglais. C'était vraiment c'était Karate Kid, le truc, quoi. Et il disait, relax. Mais moi, je comprenais pas. Je voulais le bourriner, l'autre et tout. Et à un moment, il était pas content parce que c'était pas ça qu'il voulait que je fasse. Et donc, il m'a pris, il m'a fait le truc. Et donc là, lui, il était relax, mais il me faisait 10 fois plus mal. Et donc, c'était une super leçon. Mais j'y suis pas trop retourné parce que je pense que j'étais pas du tout prêt pour ça. Et en fait, j'y pense souvent au Lilac, et que lui, il avait une force bien supérieure alors que c'était un petit Jap tout maigre. Et voilà. Et dernier truc au Canada, j'avais fait de la boxe anglaise aussi, dans une salle de boxe à l'ancienne, vraiment, où il y avait les photos, les posters de combat au mur. Et ça sentait la vieille transpiration. Enfin, voilà, une salle de boxe comme on les aime. Et ça, c'était cool, parce qu'il y avait un bon niveau de pratique. Ils entraînaient des pros. Et c'est marrant parce que même si effectivement c'est un sport de contact, machin, il y a un côté traditionnel où si tu tombes dans une bonne salle de boxe, je pense que tu fais pas du sparring tout de suite, quoi. Le mec, il m'a dit, bah ok, tu vois, là, tu vas frapper dans les cibles et puis on reparlera de quand tu vas mettre un coup de poing à quelqu'un, quoi. Donc il y avait la corde, le sac, les pads, toute une méthodologie très construite finalement. Et ça, c'était marrant parce que mes parents, ils aimaient pas trop le sport. Et ma mère, elle me dit, ah, la boxe, c'est le truc le plus con du monde. Tu vois, tu te prends des coups de poing dans la tête et tout. Et en fait, non. Enfin, parce que c'est tellement compliqué, ça fait tellement mal que les mecs, ils réfléchissent à comment pas prendre de coups et comment mettre des bons coups, quoi. Donc, il y a tout un art. Enfin, on dit que c'est le noble art. Et ça, c'était un de mes grands... J'ai pris beaucoup de plaisir dans la pratique. Et vraiment, le travail des pads, c'est un des meilleurs trucs. Et il y a un jour, je regardais Creed, là, le premier... Et bah ouais, il y a un moment, il fait un travail de fou avec les pads et c'est des sensations au-delà de voilà. Moi, j'ai jamais gagné de grands combats et tout ça, mais j'ai eu vraiment des super sensations. Et il y a des moments, j'ai jamais fait de surf, mais j'imagine il y a un truc, un flow comme ça, et que j'avais retrouvé plus tard dans le travail au sol où c'est énorme, quoi. Enfin, et puis finalement, l'aspect de ok, est-ce que t'es fort en combat, enfin, même si c'était mon souci majeur pendant 10 ans de ma vie, en fait, bah, est-ce que tu t'es éclaté aussi dans ce que tu faisais, et ça vaut peut-être mieux, 1000 fois mieux que de faire mal à quelqu'un finalement. La notion de plaisir, quand même, elle est importante. Sinon, c'est dur de faire quelque chose pendant longtemps. Parce que pour atteindre un bon niveau d'excellence, il faut quand même pratiquer longtemps. Et pour pratiquer longtemps, il faut prendre du plaisir. Tu vois, parce qu'il y a un moment où
tu vas pouvoir, pendant une certaine période, parfois pendant plusieurs années, si tu as vraiment une grosse volonté et un vrai pourquoi derrière qui te pousse. Mais si tu fais ça que pour savoir te défendre et que c'est une réponse à de la peur, de l'insécurité et tout, tu seras pas un pratiquant de longue durée, d'une vie ou de choses comme ça. Ceux qui pratiquent vraiment très longtemps, et encore, quand je dis très longtemps, on va dire au-delà de 5 ans, c'est des gens qui prennent vraiment du plaisir, tu vois, dans ce qu'ils font. Mais ça, c'était pas évident tout de suite pour Mm. moi, parce que j'étais rentré dans l'école et je voulais être comme le maître et je suivais la voie du Mm. maître. Et donc, je pensais qu'il fallait y aller à la volonté et que c'était normal que ce soit dur. Ce qui n'est pas antinomique, hein. Tu peux prendre du Mm. plaisir à avoir des entraînements difficiles, Ouais. mais moi, j'avais pas compris ça. Et ça venait de cet art martial qui, encore une fois, semblait moins pratique que d'autres. Il venait d'un truc de la jungle du Vietnam où Mm. c'était pratique pour le coup. Enfin, Ouais. c'était la survie encore plus que c'était dangereux, quoi, la vie. C'était la guerre. Et donc, le maître qui s'appelait Nguyen Duc Mok, qui avait amené ça en France, il était marqué par ça, enfin presque comme un Mm. trauma. Donc dans sa pédagogie, ça se ressentait que c'était à la baguette et puis Mm. fallait souffrir et puis si tu souffrais pas, c'était. Donc moi je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, Mm. en rencontrant d'autres styles plus tard et d'autres façons de faire, c'est venu de plus en plus et c'est ce qui m'a amené progressivement à me détacher un peu de cette école que je garde, j'y pense tous les jours et c'est de là d'où je viens. Et sans renier cet héritage-là, j'ai Mm. découvert après des choses, beaucoup, même au niveau de la pédagogie. Enfin, quand j'étais en Chine, par exemple, on en reparlera. Mm. Mais ouais, en fait, oui, non, tu pouvais t'amuser. Il disait, dans mon art martial, il faut 10 ans pour comprendre un coup de pied. Ouais. Alors pour le rendre excellent et tout ça, Mm. comme tu disais, je comprends. Mais non, en fait, Bah si non. tu l'expliques bien, non, il faut 5 minutes. Tu comprends le Oui. principe déjà. Et puis après, ok, tu mets 10 ans à le faire et qu'après, c'est magnifique. Ça, c'est Mais pour créer une sorte de mystique autour des choses. Et ça, moi, je trouve pas ça pas honnête en quelque sorte. Et c'est aussi, enfin, je pense que ceux qui ont tendance à s'appuyer là-dessus et à dire des choses comme ça, il ferait mieux de se remettre en question sur le plan pédagogique, quoi. Si tu mets 10 ans à faire comprendre un coup de pied à quelqu'un, c'est que tu as quand même un sérieux problème d'enseignement, quoi. moi, j'en suis venu vraiment à cette conclusion-là. Mm. Et il y a je pense que c'est très intéressant l'inversion que tu as connue aussi. Si on passe du prof qui enseigne dans une salle municipale où tu Mm. t'abonnes à l'année et tout, et il peut y avoir le terme de mystique, je trouve ça très juste. Mm. Où en fait, c'est toi qui viens voir le prof. Et alors que sans tomber dans un consumérisme qui peut être très mauvais aussi, si tu dois gagner ta vie en donnant des cours, c'est-à-dire avoir des élèves mais qui Mm. sont aussi tes clients, tu peux pas dire tu vas venir pendant 10 ans et au bout de Mm. 10 ans, tu auras compris. C'est pas instantané non plus, mais justement en termes de pédagogie, moi j'ai aussi eu tout un mouvement inverse Mm. où si j'enseignais à mes élèves, parce que maintenant c'est comme ça que je gagne ma vie, comme on m'a appris, j'aurais pas beaucoup d'élèves, Ouais. ou ils resteraient pas. Ouais. Donc non, au contraire, en une séance, faut pas bombarder, il faut savoir doser, mais il Mm. faut que ce soit clair, il faut que la personne elle comprenne de quoi on parle. Et elle y arrive peut-être pas forcément tout de suite, mais elle a compris ce que c'était le projet tout de suite, quoi. Il faut savoir aussi qui t'as en face. C'est-à-dire que moi, dans un même cours, je peux avoir des personnes avec qui plutôt je vais rentrer dans le détail, parce que je sens qu'ils sont en recherche de ça. Et à côté de ça, j'ai certains élèves qui viennent avant tout pour passer un bon moment et en fait, tu sens qu'ils sont pas trop réceptifs parce qu'on vient de leur prendre la tête sur des petits détails et tout ça, parce qu'ils sont là pour voir les potes du cours, pour se dépenser, bouger et faut, faut un peu voilà, travailler aussi son ressenti de qui t'as en face et leur donner ouais, ce dont ils ont besoin. Tu vois, ça sert à rien d'y aller en force, entre guillemets, à vouloir absolument. Avant, j'ai mis longtemps tu vois, à avoir un lâcher-prise sur ça, mais souvent, quand tu commences dans l'enseignement, tu te dis, moi, je veux un niveau d'exigence, tout ça, tu vois, Hmm. et du coup, tu as du mal à lâcher prise sur les erreurs que font les élèves et tout ça, et tu veux que ce soit le plus parfait possible et tout. Et du coup, tu t'insistes énormément, et parfois, on en revient à cette notion de plaisir, tu leur retires du plaisir aussi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont câblés pour euh, justement trouver du plaisir dans cette recherche, tu vois, du détail et qui vont pas trouver ça laborieux de passer
longtemps à travailler sur un détail, à améliorer un truc qui se voit à peine, tu vois. Et d'autres, c'est l'enfer pour eux de faire ça, tu vois. Et donc, ouais, il faut réussir à les cerner, en fait. À qui tu t'adresses, tu vois. Et à qui tu t'adresses dans l'ensemble, au groupe, puis après, tu as individuellement, tu vois. C'est pour ça que même si tu es en cours collectif, pour moi, tu dois personnaliser ton enseignement et tes corrections. Bien sûr qu'il y a des choses, tu sais comment les expliquer, tu vas pouvoir les expliquer à tout le monde plus ou moins de la même manière, mais le degré de détail dans lequel tu rentres, pour moi, il se personnalise avec la personne que tu as en face quand même. Et ça, il me semble que c'est un prolongement un peu de la recherche martiale, parce qu'on me disait aussi, ouais, il faut que tu puisses combattre tout le monde. Et enfin, moi, je combats plus. Mais par contre, il faut pouvoir enseigner à tout le monde. Et donc, tu vas t'adapter au style, au profil de chacun pour atteindre ton objectif, qui est que il passe un bon moment, qu'il a envie de revenir, que même si tu rentres pas dans tous les détails microscopiques, il est quand même compris des trucs. Et ça, c'est comme disait Bruce Lee, quoi, be water. Donc, du coup, tu t'adaptes. Et c'est pas toi qui viens imposer ton truc, même si toi, tu sais que c'est bien de faire comme ça. Et c'est avec quoi la personne repart. Donc, ouais, ça demande humainement, en fait, finalement, tout ça. C'est ça, j'en suis venu à ça, à cette Comprendre les gens. conclusion, quoi. C'est ça. Et que ça t'aide dans tous les aspects de ta vie. Et donc, et que ça te rend sûrement meilleur combattant, pas en cascade, mais que, alors que tu viens apprendre un truc pour péter la gueule aux gens, un peu, de façon un peu simpliste, tu repars en apprenant à les écouter, quoi. Donc ça me paraît plus riche. Et moi, j'avais vu ça, même si j'ai pas étudié de façon régulière avec toi, qu'au début, ouais, c'était dur, combat, quoi. Et que la façon aussi dont tu as développé sur Internet, je voyais que tu mettais de la variété dans des mouvements. Il y a des moments où tu faisais des jingas de capoeira et tout ça, des roues, des trucs. Alors, et ça, c'est pas des trucs de combat, mais ça va avec l'épanouissement. Et au final, c'est ça. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient spécialistes de leur discipline, que ce soit dans les arts martiaux ou d'autres trucs que j'ai pu approcher, qui excellaient vraiment. J'ai eu de la chance de les rencontrer, quoi. C'est une ouverture. Mais bon, une fois que la pratique s'arrête, et que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vie? C'est comment, quoi? Est-ce que tu es content de rentrer chez toi? Comment tu parles à tes amis, à ta femme, à ton copain, à ton... Et souvent, les meilleurs, c'est pas les plus heureux. Il y en a, hein. Mais finalement, un truc intermédiaire, ça va. Ouais, exactement. Ouais, je pense que... Ouais, sur ça, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y en a qui, justement, pour avoir ce goût d'exclusivité, tu vois, de toujours faire la même chose et d'être à fond là-dedans et d'encaisser ce côté qui peut être rébarbatif, tu vois, de répéter, chercher tout le temps à améliorer les choses. Ouais, ça te pompe pas mal, je pense, d'énergie. Et après, tu consacres peut-être moins de temps ou moins d'attention au reste dans ta vie, tu vois. Donc, ça aboutit pas forcément sur le bonheur, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un équilibre à trouver pour chacun. Mais le tout, c'est de s'en rendre compte, quoi. Il y en a beaucoup qui vont pas s'en rendre compte. Tu parlais donc que tu avais fait ton diplôme, ton BPGEPS métier de la forme. Et donc, c'est là que tu as découvert le yoga et le pilate. Ouais, c'est juste après, en fait. Parce que je voulais me professionnaliser et qu'il fallait avoir un diplôme officiel, mais il n'y en avait pas dans mon art martial. Donc pendant un an, j'étais au Krebs de Châtenay-Malabry. Donc il a fallu que je me prépare parce que c'est un truc, les sélections super exigeantes et tout ça. Donc que j'aille dans des salles de fitness et que je fasse de la muscu. Donc ça, c'était dur, hein, c'était des nouveaux codes. Le fitness, c'était une souffrance, on peut le dire. Parce que déjà, de bouger sur la musique, moi, ça, c'était un truc... En fait, j'ai compris 5 ans plus tard comment faire, quoi. Et c'était le plus dur. Et puis, c'était une gestuelle qui me correspondait pas. Et moi, j'étais encore une fois dans ce truc de combat, quoi. Mais Alors pourquoi tu avais voulu faire ça? Parce que ça me donnait le diplôme qui me permettait d'après d'enseigner les arts martiaux de façon professionnelle. À la base, c'était ça ma motivation, parce qu'avec ce diplôme, plus une ceinture noire de la FFKDA, et je pouvais enseigner le Vozantok. C'était un coup à plusieurs bandes, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs, mais j'ai toujours pas de ceinture noire. Et c'est chouette comme ça. Mais donc, à la base, c'était vraiment ça ma motivation, quoi. Je faisais ce diplôme de fitness pour faire des arts martiaux. Et en fait, donc j'ai réussi à intégrer la formation, à ma grande surprise. Et pendant un an, j'ai bouffé de ça. C'était bien parce que ça m'a ouvert l'esprit, comme d'aller faire d'autres arts martiaux finalement. Voilà, ça ouvre le champ sur la gestuelle. Le grand truc que je retiendrai de cette formation, c'est que j'ai découvert l'anatomie.
Parce qu'on avait un prof, là pour le coup c'était martial, c'était à la schlag où tous les mardis on passait la journée avec lui et c'était à la mitraillette quoi. Si on n'avait pas bien compris, l'anatomie c'est pas non plus super facile à capter parce qu'il y a plein de trucs. Et si on n'avait pas compris, si on ne savait pas par cœur, on se faisait défoncer quoi. Donc pédagogiquement encore une fois c'est pauvre, mais ça a le mérite de faire rentrer les trucs dans la tête. Et surtout que moi je m'étais blessé en fait en Chine juste avant. On reviendra là-dessus. Et ça m'a ouvert tout un champ de, justement, avant, il y avait du mystère, de la mystique. Pour moi, il y avait la hanche. C'était une région mystérieuse, tu vois. Quand on parle du triangle des Bermudes, c'est un truc, on sait pas trop. C'est que ça existe, mais on sait pas trop ce qui s'y passe. Et donc, la hanche, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai vu le dessin du fémur qui rentre dans le bassin, et puis des muscles et de comment ça marche. Et tu fais, ah, d'accord. Et donc, ça m'a donné vraiment un point de vue sur la méthodologie d'entraînement où en fait, non, les trucs, ça se passe pas au hasard. C'est pas tu fais 10 ans des coups de pied dans le vide et puis un jour, tu arrives à faire ton coup de pied. Non, en fait, si tu fais tels exercices de renforcement et d'étirement ciblé et tel truc, et puis tu vas planifier pour ta force et ta souplesse et ta récupération et ton truc, ça suffit pas, mais c'est quand même, tu vas quand même vachement sur le bon chemin, quoi. Donc, et puis, méthodologiquement, ça, c'était un gain. Et vraiment, l'anatomie, de voir des schémas d'anatomie, de comprendre la logique. Parce que ce mec-là, il était tyrannique pédagogiquement, mais il était super balèze, qu'il était kiné, ostéo. Donc, le matin, on faisait de la théorie et l'après-midi, on faisait de la pratique sur comment on pouvait... c'était la méthodologie du coaching, en fait. Donc, comment on pouvait prendre en charge quelqu'un en fonction des pathologies, en fonction des objectifs, des trucs. Et il nous montrait beaucoup d'exercices, d'étirements assistés, de renforcement spécifique, des trucs très très fins qui ont vraiment, c'était la base de ma pratique professionnelle après. Bon, j'ai évolué, mais j'ai gardé ça en tête beaucoup. Et ça m'a donné des clés pour la suite, c'était incroyable, quoi. Donc au moins je suis reparti avec ça. Et puis après j'avais un diplôme qui me permettait de gagner ma vie avec l'enseignement. Donc j'ai bossé dans des salles de fitness. J'ai eu la chance de ne pas avoir à donner de cours de cardio très vite, donc j'ai pu lâcher ça. Moi, je faisais plutôt du stretching, j'avais fait un peu de tai chi avant, donc ça me plaisait plus. J'avais fait une petite formation de pilates d'un week-end, mais j'avais pas bien compris, puis c'est pas contre la formatrice, mais tu peux pas apprendre le pilate en un week-end, quoi. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un mec qui voulait ouvrir un studio, et qui m'a dit, ouais, toi, t'aimes bien le stretch et tout ça, mais pour faire du pilate, il faut se former à Paris. À l'époque, je pense que même maintenant, c'est toujours ça. Et sauf que les formations à Paris, c'était 10 000 balles l'année. Et moi, j'avais un rapport à l'argent qui était à la base pour travailler avec un expert dans sa discipline, je payais 300 € l'année. Donc, je voyais pas ce que les gars, ils allaient m'apporter si je payais 10 000 € l'année, quoi. Et en fait, si. Donc, j'y suis allé, parce qu'on avait trouvé un arrangement. Donc, je suis allé au Centre Line à Paris, qui est un des premiers à avoir ouvert en France, par Martin Curtis Hawkes, qui a amené la méthode des États-Unis. Et là, c'était une révélation, quoi. C'était un autre univers qui s'ouvrait à moi. Il y avait cette dimension financière qui était importante parce que ça changeait le rapport à la pratique. Là, pour le coup, il ne fallait pas rester 10 ans avec un maître où on faisait un serment de sang et puis voilà. C'était non, tu payais, chaque heure tu payais, mais le gars pendant 1 heure il était avec toi et il t'expliquait tout, quoi. Donc ça c'était bien, il y avait plus de mystère. Et puis c'était une ouverture sur, c'était comme une synthèse de tout ce que j'avais fait, parce que le pilate ça se pratique sur tapis ou sur machine, et il faut faire beaucoup attention à l'alignement. Donc ce que j'avais fait en théorie, surtout en anatomie, là c'était mis en application de façon concrète. Moi, j'étais encore blessé, donc ça m'a aidé beaucoup à libérer le bas du dos, les hanches et tout ça. Et puis, il y avait le pilate pur, mais donc, Martine, elle travaillait avec Kelly Moriarty, qui était aussi danseur, qui venait des États-Unis, et Greg Montéan, qui était donc français. Et ils avaient fait du yoga, de la danse, de l'haltérophilie, du judo. Greg, il avait été pompier. Enfin, à partir du pilate, il y avait une transversalité. C'est comme une sorte de MMA du mouvement, quoi. Il y a beaucoup de danseurs dans le pilate, quand même. Ouais, mais justement, moi, ça a marché parce que Greg, il avait fait... lui, il n'était pas danseur, même s'il avait travaillé avec des danseurs, mais il avait fait du cirque, de l'haltérophilie, du judo, de la cascade. Et donc, on s'était bien entendu parce qu'on se ressemblait un peu. On était les seuls... Déjà, moi, je crois que j'étais le seul garçon dans ma promo. Ah ouais. Donc, sinon, il n'y avait que des filles
qui, pour la plupart, avaient fait de la danse. Donc, au début, il fallait lever la jambe vers le ciel et tout. Donc, elle levait les jambes. Et puis, moi, j'étais à la moitié de l'amplitude en train de trembler et tout. Mais ça, c'était une super découverte aussi. Donc, à la fois, ma différence, c'était un avantage. Parce que ça me permettait... J'étais un garçon et je venais pas de la danse. Donc, j'avais un profil un peu spécifique. Et en même temps, rencontrer les danseurs, c'était très bien. Parce qu'eux, ils avaient une conscience du mouvement... du geste qui était très différente de celle que je connaissais. Et ça m'a beaucoup apporté aussi, parce que au-delà de l'aspect un peu délicat et fragile des danseurs, en fait, je croyais que les combattants, c'était les plus durs. Et puis après, j'ai rencontré les danseurs, et en fait, c'est 1000 fois plus dur dans la formation, dans les exigences physiques, parce que c'était beaucoup de gens qui faisaient de la scène, dans la dureté du rapport à soi-même aussi, parce que souvent... pour lâcher la pression, il y a une hygiène de vie, ils font la fête, ils mangent mal, ils boivent des trucs, ils fument, parce que c'est tellement dur le truc qu'il faut bien évacuer. Ouais. Donc en fait, ça m'a aussi remis un peu les idées en place sur qui était vraiment super dur, quoi. Et que ils font des jolis mouvements et des trucs et des jolies pointes et tout. C'est très exigeant. Ouais. Mais c'est d'une dureté. Je fais même mentalement, enfin, c'est un truc, c'est violent, quoi. C'est très violent, ils se tapent pas dessus, mais il y a une violence parfois même plus dure que ce que j'ai vu dans des salles de combat, quoi. Donc ça, c'était une super ouverture d'esprit. Et ce mec qui voulait ouvrir son studio, il me dit, bon, il faudrait aussi qu'il y ait du yoga. Et moi, je cherchais à ce moment-là. Et donc, comme on disait juste avant, on n'avait pas encore commencé à filmer, mais j'ai commencé le yoga chez Fushan Kun. Parce qu'à l'époque, il y avait un mec qui s'appelle Kamel Boukir, avec qui j'avais fait du veau, et qui, lui, il avait beaucoup d'aisance physique. Avec lui, d'accord. Ouais, je savais pas. Si, mais tout, tu vois, en fait, il y a tout qui s'imbrique à un moment. Donc, comme c'était chez Fushan Kun et que c'était lui qui donnait le cours, je me suis dit, bon, yoga, on peut essayer. Mais moi, je croyais que le yoga, on s'étirait un petit peu, puis on faisait de la respiration, puis voilà. Et donc, lui, il donnait un cours de yoga vinyasa. En plus, lui, il est assez athlétique, donc c'était... Et au bout de 10 minutes, mais j'étais en train de mourir, quoi. J'avais jamais bougé comme ça de ma vie. Il y avait du renforcement, des étirements, il y avait de l'agilité. C'était un truc où... J'ai l'impression de faire un mélange de jiu-jitsu brésilien, de breakdance, de parcours, parce qu'il y a des sauts sur le tapis. Et puis lui, il arrivait à se plier dans tous les sens, quoi. Enfin, c'était incroyable. J'avais jamais vu des amplitudes articulaires comme ça. Et alors, c'était aussi dur que les combats où je me faisais péter la gueule, mais moi, j'étais un peu comme ça. Enfin, quand il y a du défi, tu vois un truc qui semble te dépasser, tu fais où est-ce que je signe, tu vois, je lui dis, mais à la fin du cours, presque le nez qu'à saigner. Voilà, c'est ça, presque c'était l'équivalent, quoi. Et je lui dis, mais où est-ce qu'on peut apprendre ça? C'est trop bien ton truc. Et donc, alors que j'avais fait un cours de yoga, je me suis inscrit à une formation de prof, dans Paris aussi, pareil. Et ça aussi, ça cassait un peu ma vision des choses, parce que moi, j'étais dans un modèle où c'était, en gros, le maître qui choisissait l'élève, et si t'étais assez digne, il disait, viens. Alors que là, en fait, non, tu payes et tu viens. Et c'est pas bon non plus, hein. Mais là, c'était ouvert. Et en fait, la seule condition, je dis, comment on fait pour s'inscrire? Je pensais qu'il fallait nettoyer les toilettes pendant 10 ans à l'ancienne, quoi. Il me dit, non, vous envoyez un chèque et c'est bon. Ah bon, mais on m'avait menti, en fait, toutes ces années. C'est simple. Et voilà, donc il y a paiement comptant, hein, cash, voilà. Et les gens ont un problème avec l'argent, mais moi, je trouve ça plus sain. Alors après, on peut rentrer dans le débat, oui, mais ceux qui peuvent pas, machin et tout. Là, il y avait un problème, je suis d'accord avec toi, où ça simplifie le truc, et moi, je suis content de ce modèle-là. Là, le problème, c'était à partir du moment où tu avais payé, tu étais sûr d'avoir ton diplôme. Ouais, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors que t'es prof, tu vois, c'est pas un truc... Là, il y a quand même un truc, et le yoga, c'est compliqué. Sauf s'ils sont tellement sûrs de la qualité de leur enseignement qu'ils savent qu'ils vont t'amener au niveau, mais... Ouais, faut être ancré dans ces... Faut être sûr de soi, je sais pas. Hein. Mais bon, moi, j'avais quand même un parcours assez riche dans la pratique et dans l'enseignement, donc ça m'a apporté. Mais c'était plutôt comme une sorte de stage avancé qu'une vraie formation de prof, quoi. Au niveau de l'anatomie ou de la pédagogie, il n'y avait pas grand-chose. Mais moi, c'était très bien. Donc, j'ai passé... pareil, c'était un truc intensif en un été, où là, c'était... Donc, c'était l'été, il faisait super chaud. Et puis, c'était des cours de 3 heures. C'était quand même des cours de haut niveau, quoi. Donc, pendant 3 heures, c'était les vinyasas, les positions, les trucs, les machins. Et là, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver où mon corps, il avait jamais bougé comme ça. Et encore une fois, j'avais quand même des blessures, des tensions, des trucs. Et ça me lessivait, quoi. Je subissais. Là, pareil, j'étais un des seuls garçons aussi. On était 40, on devait être 3 mecs. Et
Et les filles, elles y arrivaient assez bien, bon, parce qu'elles avaient aussi des corps différents, elles avaient de l'expérience, mais aussi des corps différents. Et ça, c'était un défi. Mais tout ça, le pilate et le yoga, c'est ça qui m'a permis de faire une sorte de rupture. Où, à l'époque, j'étais encore en train de donner des cours d'arts martiaux dans mon école, mais j'avais trop de trucs en même temps. Et il y avait un modèle aussi, enfin, il y a une sorte de conflit entre deux modèles que je voyais qui avaient quasiment rien à voir. Et il y a un moment où j'avais besoin de me concentrer sur mon travail et aussi où je voyais que ma pratique personnelle, elle atteignait certaines limites physiques et d'épanouissement et tout ça. Et donc, c'est cette année-là que je suis pas allé. Chaque année, il y avait un stage d'été de 2 semaines dans un camping. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai dit bah non, j'y vais pas. Et je me suis entraîné tout seul pour préparer mes examens de pilates et de yoga. Et j'ai vu, en fait, en refaisant certains mouvements tout seul d'arts martiaux, genre il y avait un chassé retourné, par exemple, que j'aimais beaucoup, mais que j'avais du mal à faire. Et à force de faire les postures, les trucs, à un moment, je me suis dit, tiens, et tout, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait mon chassé, mais comme jamais de ma vie, j'avais fait le coup de pied. Je fais, ah, c'est trop bien. Et donc, voilà, il y avait une sorte de cohérence. Mais tout c'est ça, sûr ouais. que ouais. Si tu, il y a la compréhension, dans un mouvement, il y a la compréhension de la technique, mais il y a la capacité physique aussi. Et il y a des mouvements qui sont accessibles à tous, physiquement, tu vois, mais il y a des mouvements aussi, effectivement, où tu peux tout à fait comprendre, mais physiquement, tu n'es pas capable de le faire. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et parfois, il y en a qui ne le prennent pas en compte. C'est-à-dire qu'ils voient que tu n'y arrives pas, ils te réexpliquent, mais non, mais lève ton genou comme ci. Ouais, mais en fait, l'autre, il ne peut pas lever son genou à la bonne hauteur, donc il ne peut pas faire la technique. Tu vois, donc tu pourras lui expliquer autant que tu veux, il va comprendre, mais il ne pourra pas le faire. Ou pas tout de suite. Enfin, Pas j'ai tout de compris, suite, tu ouais. vois, maintenant, je vois des trucs. Bon, ça sert à rien d'avoir des regrets et tout ça, mais quand je prends des gens en charge et que en une séance, là, par exemple, il y a 2 jours, j'avais un danseur, chorégraphe et tout, qui avait des tensions dans les hanches et dans les lombaires. Et juste, je l'ai fait respirer sur une chaise, enfin, allongé sur le dos, les jambes sur une chaise, et on a fait que ça de la séance quasiment, parce que c'est une pratique spécifique de yoga. Et juste avec la respiration profonde et en le guidant, il avait des spasmes dans les jambes parce que ça lâchait. Et à la fin, alors qu'on n'avait pas bougé, il me dit ouais, j'ai l'impression d'avoir fait 1 heure d'échauffement. Et c'était très chouette et je suis content maintenant d'être capable de faire ça. Mais je me dis, si à l'époque, si à 15 ans, on m'avait expliqué tout ça, avec une vraie méthodologie d'entraînement, je me serais moins blessé, j'aurais eu un meilleur niveau technique et surtout, il y a une frustration morale. Parce que comme tu dis, si le corps, il n'est pas capable de faire le mouvement et qu'on te dit, mais si, fais ça, tu te dis, ah, c'est moi qui sais pas faire, c'est moi qui suis nul. Alors que non, en fait, enfin, comme tu disais, c'est une question de méthodologie. Et peut-être qu'en prenant un autre chemin, en apparence plus long, mais en fait plus efficace, tu vas y arriver au truc. Il n'y a pas de raison, à moins d'avoir une blessure ou un handicap vraiment qui t'empêche. Si, je pense que tout le monde peut faire des coups de pied, des trucs, des machins, mais il faut juste comprendre comment il faut faire et avoir le bon chemin pour concrétiser. Il faut prendre en compte le fait que chacun a ses propres spécificités. Parfois, tu dis, je suis nul, j'y arrive pas et tout, mais surtout, tu te compares à quelqu'un d'autre qui soit est beaucoup plus loin que toi et tu comprends pas pourquoi lui y arrive et tout, mais c'est qu'en fait tout le travail qu'il a fait pendant des années à préparer son corps à réussir à faire ça, où il y a aussi des gens qui naturellement sont très souples, très toniques, très ci, très ça, tu vois, et pour eux, ils vont sans doute rencontrer d'autres challenges, mais ils vont pas rencontrer les mêmes challenges que toi. Et si tu te compares à ces personnes-là, c'est sûr que tu vas pas comprendre ce qui se passe parce que toi, t'es pas fait comme eux. Et si tu essayes de reproduire ce que eux ils font, en fait, t'arriveras pas au même résultat, tu vois. Et souvent, moi, ce que je dis, parfois, tu vois, les gens, ils aiment bien, et c'est normal, hein, c'est un réflexe naturel, mais ils vont aller regarder les méthodes d'entraînement et tout ça de modèles qu'ils aimeraient atteindre. Mais en fait, ce qu'ils regardent pas, c'est le cheminement qu'ils ont eu. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens hyper souples aussi. Moi, la souplesse, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait énormément parce que j'étais pas spécialement souple naturellement. Et en fait, ça ne m'a jamais rien apporté de discuter avec quelqu'un qui est souple. En fait, qui te dit, voilà, moi, ce que je fais, mais en fait, il était déjà très souple. Ou alors, il n'était pas souple, mais très rapidement, en faisant des choses ultra basiques, il a eu des résultats. Donc, pour lui, il dit, voilà, moi, ce que j'ai fait. Sauf que toi, tu n'auras absolument pas ces résultats-là en suivant cette méthode-là. Du coup,
je trouve ça souvent peut-être plus intéressant d'aller voir quelqu'un qui obtient des moins bons résultats, mais justement qui a rencontré et qui a fait face aux difficultés que toi, tu rencontres, tu vois. Celui qui les a pas rencontrés, peut-être il va les rencontrer par procuration avec des gens qui va mais c'est quand même pas pareil, tu vois. Et donc, tu vois, d'aller voir, c'est comme d'aller demander à quelqu'un qui a vraiment une super génétique, c'est quoi son programme de muscu, mais en fait, le mec, il est très doué physiquement, quoi qu'il fasse, il a des résultats. Si tu manges comme lui, tu t'entraînes comme lui, tu n'auras absolument pas les mêmes résultats. Et donc, vaut mieux aller voir celui qui a galéré pendant des années, qui n'avait pas de résultats, qui a fini par trouver un truc qui fonctionnait. Et encore, ça ne garantit pas que ce sera la même chose pour toi, mais tu as plus de chance, tu vois, je trouve. Bah, moi, dans mon parcours, c'est ça qui m'est arrivé un peu, puisque dans le Vosges, j'ai eu 2 maîtres, en gros. Le premier, donc, c'était Thierry Dijoux. Lui, il a appris enfant avec le fondateur du style. Et c'est son père aussi qui était prof, qui, à 5 ans, il lui a dit, bah voilà, maintenant, tu vas travailler avec lui. Donc, il a fait que ça dès l'enfance. Et sûrement, il avait aussi une génétique qui a favorisé ça. Donc lui, avec cette pédagogie encore encore une fois, pas très ouverte, quoi. Ben, il nous montrait, c'était facile pour lui et il expliquait pas bien. Donc il disait ouais, le truc faut faire comme ça. Et il faisait foufou. Ah ouais, j'aimerais bien faire comme ça. Mais le step by step, peut-être que des fois il avait pas envie d'expliquer et peut-être des fois il savait pas le faire en fait. Et plus tard. En fait, j'ai travaillé avec un autre élève de Nguyen Duc Mok qui s'appelait Olivier Barbet. Et lui, c'était le profil inverse. Il avait commencé à 20 ans. Avant ça, il était un peu sportif et tout ça. Mais voilà. Et donc, lui, il avait dû décomposer tout pour y arriver. Et il était arrivé à un très haut niveau. Et donc, après, j'ai travaillé avec lui. Et lui, il m'a expliqué beaucoup plus de trucs. Il me disait, bah non, enfin, voilà, c'était progressif. C'était. Et ça m'a permis beaucoup de progresser, quoi. Et parce que lui, bah, il avait dû faire le chemin dont tu as parlé, quoi. Il était parti pas du tout gagnant, et pourtant il avait réussi. Et donc c'est effectivement intéressant de voir ceux qui ont galéré. Et limite, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens du haut niveau en tant qu'enseignant, et c'était très intéressant parce que tu peux aller très loin dans le truc pointu, et j'ai vraiment plaisir à le faire, et je le referai encore une fois avec grande joie. Mais je préfère prendre quelqu'un qui débute, qui sait rien faire, qui est blessé, qui machin, qui voilà, et le guider. Et à la fin, quand je le vois progresser, parce que moi j'étais comme ça, donc je sais faire, bah c'est plus gratifiant. Enfin, rendre fort un mec qui est déjà fort, c'est cool, mais rendre fort ou meilleur quelqu'un qui a aucune facilité, je trouve ça un peu plus gratifiant, en fait. Ouais, en plus, c'est vrai que, tu vois, je vais prendre mon exemple. Moi, j'étais pas spécialement souple, mais j'ai mon ouverture de hanche qui était pas bonne au départ, mais qui s'est quand même débloquée bien, tu vois, et que j'ai réussi à maintenir pendant très longtemps sans problème. C'était plus avec en écart jambes tendues où c'était toujours un peu plus dur. Après, j'ai bourriné pendant des années, ce qui m'a valu une opération de la hanche à 27 ans, un truc comme ça. Et j'avais un élève, Martin, si tu m'écoutes, on s'est parlé au téléphone il n'y a pas longtemps, qui avait fait du taekwondo quand il était jeune, qui était souple et tout. Et puis, il a arrêté, il a repris, et là, la souplesse n'est jamais revenue. Et j'ai jamais vraiment réussi à l'aider à réobtenir une vraie souplesse, et il n'arrivait pas à passer sa hanche. Enfin, vraiment, du coup, je comprenais pas, tu vois. Et là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai une douleur à la hanche gauche. C'est la hanche qui a été opérée, mais ça allait très bien pendant des années. Puis j'ai suivi un programme de muscu où je savais que normalement, il fallait pas trop que je le fasse, mais j'ai fait du squat lourd, machin, tout ça. Au fur et à mesure, j'ai des douleurs qui ont apparu, des tensions qui se sont créées. Et puis à un moment, j'ai pas eu un moment où je me suis fait mal, mais il y a un moment où j'ai commencé à avoir des douleurs qui étaient de plus en plus handicapantes. Et résultat, ça fait 2 ans que j'ai tout le temps mal et que je peux pas bien envoyer mes coups de pied, que je peux pas bien travailler mes jambes et tout. Je fais plein de choses pour essayer de faire passer ça et tout, ça passe pas bien. J'ai d'ailleurs passé une IRM juste après le podcast, tu vois, pour voir un peu ce qui se passe sur le plan structurel. Mais l'autre fois, je l'ai parlé à Martin au téléphone et je lui ai dit, bah tu vois, là, dans mes coups de pied, je pense à toi. Je me vois en train d'avoir le même problème que toi que je comprenais pas, tu vois. Et tout ça pour dire que voilà, il y a des moments où tu as les problèmes,
si tu les rencontres pas, c'est difficile parfois de les résoudre. Tu peux, en analysant tout ça, avoir des pistes, mais c'est quand même difficile. Ouais, quand Alors, c'est du vécu, ça a une limite, c'est-à-dire que bien sûr que tu ne vas pas pouvoir, sinon c'est que tu n'as vraiment pas de chance, rencontrer tous les problèmes de la Terre pour pouvoir aider tout le monde. Mais c'est vrai que les connaissances que tu... Alors, moi, je dis pas que j'ai toutes les connaissances non plus, hein, bien sûr, mais les connaissances que tu vas acquérir, elles ont aussi une limite parfois quand il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement loin de ta morphologie, de ce que toi, tu as pu rencontrer, quoi. Voilà. C'était la petite histoire, mais qui me faisait penser à ça, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens, ils arrivent pas, je trouve, à concevoir, tu vois. Bah, moi, il y a du coup, effectivement, enfin, c'est aussi parce que j'ai eu des grosses blessures que je suis réceptif maintenant à tout ça. Enfin, j'ai commencé par du coup le combat dur et je vais vers le yin yoga, enfin, dont je reparlerai après. Mais Ouais. tout ça, c'était lié parce que au moment que j'ai passé en Chine, en fait, où toujours je faisais semblant de faire des études pour pouvoir m'entraîner, et j'avais l'occasion d'aller en Chine, donc ça me disait bien. Et à Pékin, je me suis dit que j'allais trouver, comme à Vancouver, plein de clubs. Alors, il y en a sûrement plein, hein, parce que c'est une grande ville et que bon, la Chine, c'est quand même le berceau des arts martiaux. Mais ce que je voyais, ça me plaisait pas trop. C'était beaucoup du taekwondo, parce qu'ils pratiquent pour gagner des médailles. Enfin, voilà, c'est pas comme chez nous. Et en fait, le hasard a fait que j'ai trouvé une annonce pour un cours de MMA dans une université et que c'était tenu par des Français. Donc, je suis allé jusqu'à Pékin pour m'entraîner avec des Français. C'était un peu ironique. Mais donc, ils étaient 3. Et c'était des extraterrestres, les mecs. Donc, il y a Laurent Pinson et 2 autres avec qui j'ai moins travaillé. Mais où il y en avait 2 qui étaient fils de militaires. Donc, à 5 ans, il leur apprenait le close combat. C'était un peu des barjots. Et l'autre, il faisait du judo depuis qu'il avait 5 ans, quoi. Et donc, ils avaient la trentaine et ils s'étaient jamais arrêtés. Et ils avaient essayé, eux, ils n'avaient pas suivi un style. Ils avaient essayé plein de trucs. Il y en avait 2, en tout cas, qui s'étaient beaucoup battus. Et donc, ils s'étaient rencontrés à Pékin, où il y a pas mal d'expats. Et en fait, pendant 1 an, ils s'étaient mis dans un couloir, ils avaient mis des matelas sur les murs et tout ça. Et ils avaient dit, bon, bah voilà, alors qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et à 3, ils essayaient et tout. Et si on fait ça, ça marche. Et en fait, ils avaient fait, et ils s'inspiraient aussi beaucoup de vidéos et de trucs comme ça. Et ils avaient fait leur style de MMA. Et ça avait plutôt bien marché parce qu'ils étaient allés, il y avait un tournoi de combat libre et ils étaient allés, il y en a 2 qui étaient allés, ils avaient gagné leur combat, quoi. Et donc, ils s'étaient installés là. Et ça aussi, c'était génial, quoi. Enfin, donc, on faisait du pied-point, de la lutte, du sol. Donc, c'est là que j'ai fait plus du grappling en nogi. J'ai découvert vraiment un peu ce que c'était. Donc, au niveau de pratique. Et ouais, c'était une découverte technique. Enfin, toute la nage, enfin, vraiment du MMA, quoi. Donc, ça ouvrait des champs, puisque le combat, je crois, il est libre par essence. C'est un truc de codification qui a fait qu'il y en a qui se battaient debout et d'autres au sol et tout ça. Mais encore une fois, si le but, c'est la survie ou la guerre, bah voilà, bon, bah, c'est normal, tu te tiens, tu tombes par terre. Mais là, du coup, ça a vraiment ouvert dans la gestuelle des trucs pour moi. Notamment tout le travail de déplacement au sol. Ça, c'était génial. Et lui, il me parlait de plein de trucs, de gymnastique naturelle, par exemple, ou trucs comme ça. Enfin, il y avait toute une préparation des mouvements au sol qui, en fait, plus tard, j'ai vu que ça ressemblait à de la danse, enfin, à ce que les danseurs ils pouvaient faire quand ils bougeaient au sol. Et au niveau pédagogique, justement, c'était l'inverse de la mystique. Lui, il expliquait tout. Et c'était clair, la transition entre position 1, position 2. Et il y a des moments, il faisait des diagrammes, il y avait un miroir, et il prenait un feutre et il expliquait. Alors, tu es en garde, bah, touche ta garde, tu vas là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu passes sur la position latérale, qu'est-ce que tu peux faire? Il fait ça, qu'est-ce que tu peux faire? Il y avait aussi une façon de combattre où, en fait, je pense que ça, c'est vraiment le gros avantage. Même en pied-point, tu peux faire des trucs souples, mais prendre des coups, c'est quand même jamais super génial, même si c'est ton pote et qu'il te tape pas fort. Bon, mais alors que si tu roules tranquille avec l'autre, bah, tu peux faire ça pendant 1 heure, 2 heures, tu te fatigues moins. Et puis au pire, bah, il met sa clé, tu tapes, il lâche. Et physiquement et psychologiquement, c'est moins impactant quand même, je trouve. Donc c'était un truc de fou, quoi. Et au niveau des sensations, et ça a préparé la suite, j'ai compris qu'en fait, bah, quand t'es collé au mec, une fois j'étais comme ça, t'as pas besoin de regarder. Je me suis dit, en fait, tu peux fermer les yeux. Et je fermais les yeux et je savais tout ce qu'il allait faire avant. Je sentais comme, tu vois, l'influx nerveux dans son corps passer.
Et donc, ça m'a ouvert Enfin, combattre les yeux fermés, pour moi, c'était... À part dans les films d'arts martiaux où ils font des trucs comme ça, sinon, c'était pas possible. Donc, tout ça, c'était très chouette. Et j'ai même préparé un combat de MMA là-bas. Sauf que je m'entraînais n'importe comment. Enfin, le cours, c'était bien, mais je m'hydratais mal, je dormais mal, je mangeais mal, je m'étirais pas après. Ce qui a fait que, en fait, petit à petit, mes côtes, elles étaient tellement inflammées que même à la fin, quand il y a une petite nana de 50 kilos qui se mettait en contrôle latéral, je criais. Enfin, je pouvais plus. Je me suis fait arracher la nuque par un mec parce qu'il était dans mon dos, donc je défendais en rentrant mon menton, puis lui a tiré toutes ses forces et ça a craqué. Et là, c'était ma première blessure où je me suis dit, merde, en fait, il y a un moment, j'ai pas bougé parce que je me suis dit, mais est-ce que tu peux encore bouger, tu vois? Est-ce que, genre, ta moelle épinière, elle est en morceaux? Donc, j'ai pu bouger, j'étais content. Et je me suis bousillé le dos et je me suis bousillé la hanche. Donc, je suis rentré avec une discopathie au niveau lombaire, un début d'arthrose de hanche qui a été diagnostiqué plus tard. Et c'était justement le bon moment pour faire cette formation de fitness et d'anatomie, parce que c'est ça qui m'a donné les clés. Et après, pilates et yoga pour... En gros, j'ai mis 10 ans à me bousiller le corps et 10 ans à le réparer. Là, seulement maintenant, j'ai quasiment plus de douleur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Mais ça me permet maintenant de prendre des gens en charge. La dernière fois, parce que j'ai encore des cours un peu à domicile et c'est chouette, il y a une cliente qui avait un problème de hanche, donc je la place dans des positions et tout, et je lui dis là, tu vois, tu sens ça et ça traverse vers l'arrière. Et elle me dit, mais comment tu sais? Je lui dis, mais j'ai eu tellement mal dans ma vie que, en fait, le truc, je l'ai eu aussi, et donc je vois bien le truc qui traverse vers l'arrière quand tu te mets en position, je l'ai tous les jours, quoi. Donc, et faut bien trouver un intérêt aux blessures parce que sinon c'est que de la souffrance et de la frustration. Mais au moins, quand tu t'es blessé, tu cherches comment ne plus te blesser. C'est un peu comme quand tu saignes du nez, mais tu cherches comment ne plus saigner du nez. Et tu peux aussi prendre des gens en charge qui ont ces difficultés-là de façon beaucoup plus efficace, quoi. Alors que, comme tu dis, quelqu'un qui n'a pas galéré pour être souple ou pour être fort ou qui ne s'est pas blessé, tu peux pas comprendre. Tu dis, mais pourquoi c'est dur? Comme mon maître, quand il disait, ouais, tu fais... Il dit, ah bon, mais pourquoi tu n'y arrives pas? T'es nul. En fait, non, t'es pas nul, mais c'est juste que voilà, on n'a pas les mêmes profils. Donc ouais, je compatis sur les douleurs de hanche et tout ça, je vois bien. Et qu'en même temps, quand c'est bloqué, c'est tellement pénible que quand ça se débloque, c'est tellement une joie d'être. Tu vois, tu as une meilleure idée de ce que la posture et le mouvement, c'est censé être quand tout va bien, quoi. Donc, tu as un niveau de satisfaction qui est plus bas parce que si juste t'as pas mal, t'es content de la vie en fait. Enfin, ça te permet d'apprécier les choses aussi autrement et que si t'es plus dans l'hyper-performance et tout, c'est pas grave en fait. Juste tu te lèves le matin et t'as pas mal et c'est chouette et c'est bien. Ça rapproche du réel, je dirais, plutôt que ce truc un peu fantasmé qui est très chouette, hein, mais de performance et de combat et tout. C'est des leçons de vie, quoi. Carrément, mais je pense que c'est marrant parce que c'est un schéma qui se reproduit que je vois moi en étant directeur d'un club depuis presque 20 ans. T'es jeune, c'est toujours m'en fous, je verrai bien plus tard. Et il y en a tellement qui ont cette attitude-là que je vois s'entraîner n'importe comment, qui se blessent tout le temps. Mais comme tu disais, t'es jeune, ça passe vite les douleurs, tu récupères facilement et tout, sauf qu'en fait, l'addition, elle arrive à un moment, tu vois. Et c'est pas normal. On a, normalement, ce que dit la science, c'est qu'on a un corps qui est fait pour durer 120 ans. C'est pas normal d'avoir 20, 25 ans, 30 ans et d'avoir déjà de l'arthrose, d'avoir des gens qui se font opérer les genoux parce qu'ils sont tellement usés, les hanches, tout ça. On ne devrait pas avoir un niveau d'usure comme ça, même si on sait, comme disait beaucoup Ido Portal aussi, la spécialisation a toujours un coût. Donc si tu veux devenir, en même temps, si tu veux devenir excellent dans une discipline, tu es obligé de la pratiquer beaucoup et donc de répéter souvent les mêmes schémas moteurs, parce qu'il n'y a pas une discipline en réalité qui est parfaite et qui va pas créer, tu vois, justement un peu de déséquilibre ou d'usure prématurée. Donc c'est ça le souci. Mais il y a quand même une chance qu'ont ceux des générations actuelles, c'est l'accès à l'information qui est beaucoup plus facile. Moi, de mon époque, les profs perpétuaient les mêmes erreurs, entre guillemets, du moins les mêmes méthodes d'entraînement qui ne prenaient pas du tout en compte tout ça. Aujourd'hui, tout ce qui est travail de mobilité, d'automassage, la respiration, tout ça, c'est des choses dont on entend beaucoup plus parler qu'avant. Et je pense que ça va quand même aider les générations actuelles et futures, même si
t'arriveras pas à combattre totalement la testostérone qui te fait allez, moi je m'en fous, je m'entraîne comme un malade. Tu vois, je suis indestructible. Parce que c'est ce qui va avec l'âge et la période, en fait. C'est ce sentiment pardon, d'être un peu indestructible. Tu pourras pas le retirer complètement, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça m'amuse, entre guillemets, de temps en temps, mais tu passes vite, parce que moi, j'écoutais pas non plus, donc tu passes vite pour le vieux con en disant fais quand même attention, parce que tu vas voir plus tard, tu vois. Et tu es là, ouais. Ok, ouais, super, merci. Tu vois, et tu t'en fous, en fait. Mais c'est tellement vrai, parce que j'ai vu le fils d'Olivier Barbet, donc il l'entraîne et tout, et il fait du veau depuis qu'il est petit. Et je vois déjà qu'il y a des trucs où ça commence à être fermé et tout, alors qu'il s'entraîne beaucoup. Et moi, je lui disais ce qu'on me disait, exactement ce que tu viens de dire. Ouais, faut faire attention, et qu'il n'écoute pas. Et donc, quand même, effectivement, cet accès à l'information, sur Internet, tu peux tout trouver sur YouTube. Alors que ça, on n'avait pas ça à notre époque, quand on était jeunes. Mais ouais, et quand même, je me pose la même question que toi. Est-ce que ce serait bien quand même que tu comprennes avant que tu aies trop mal? Ou est-ce que c'est une fatalité? Je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a quand même moyen de limiter la casse. Et parce que aussi, je pense que c'est un argument, ça peut être de dire aux jeunes que tu peux augmenter ta perf, en fait. Si tu t'entraînes mieux, tu vas mieux performer. Donc c'est peut-être l'angle qu'il faut utiliser. Il y a ça, et il y a l'exemple quand même. C'est-à-dire que ce qui fonctionne bien aussi, c'est quand même de voir des gens qui sont à un haut niveau de performance. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est des choses dont on avait moins accès. Aujourd'hui, il y en a plein, que ce soit des combattants, mais d'autres sportifs, où ils ont des chaînes YouTube, ou alors il y a des documentaires sur eux, on voit comment ils s'entraînent, on voit leur routine, tout ça. Et au final, tu vois quasiment tout le temps qu'il y a du travail de mobilité, du travail de massage, tu vois. Il y a des youtubeurs muscu qui partagent leur routine d'échauffement, d'automassage, d'activation de certains muscles, tu vois. Et donc, je pense que tout ce travail-là va faire son chemin, tu vois, et ça va devenir une norme presque, tu vois. Mais on n'y est pas encore. Mais voilà, je pense que ça va être aussi beaucoup par l'exemple. Mais ça progresse là, parce que j'ai vu que Teddy Riner, il travaillait avec Bernadette de Gasquet. Je sais pas si tu connais Bernadette. Pas, en fait, c'est une kiné à la base, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'elle a 70 ans, parce que pour s'appeler Bernadette... mais elle doit pas, c'est pas loin, je pense. Mais en fait, elle s'est rendue célèbre parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Abdominaux, arrêter le massacre. En fait, elle expliquait qu'en gros, tout le travail de crunch et tout ça compressif, c'était pas bon. Donc, elle parlait du périnée, de la respiration, du transverse. Et elle a beaucoup. Hypopressif, ouais. Et elle a beaucoup travaillé, elle a créé une méthode surtout d'accompagnement des femmes enceintes, donc prénatales, postnatales. Et après, elle est allée montrer que sa méthode, ça marchait avec des sportifs. Et que Teddy Riner, qui est un peu l'icône quand même, le mec super massif, multi-champion, si lui, il va travailler avec Bernadette pour muscler son périnée, ça, effectivement, ça peut avoir Enfin, quand t'es jeune et tu dis, si Teddy Riner, il le fait, je vais le faire. C'est un peu comme que McGregor, il travaille avec Ido Portal. C'est mieux de dire ça que de dire, je vais faire comme Bernadette. Ce sera mieux de dire, je vais faire comme Teddy Riner. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est plus sexy. Ou que McGregor, il travaille avec Ido Portal, qui fait des vagues de la colonne et tout ça, ou du parcours. Et pourquoi marcher sur une barre en fer, ça va être mieux pour gagner... Non, mais tu vois, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, parce que McGregor, il s'est fait, il s'est fait charrier. Il y a eu des mimes, des trucs comme ça sur Internet. Il y a des gens qui ont dit, qui connaissaient Ido Portal et qui ont dit c'est génial l'association des deux et tout. Et en plus, alors hasard ou pas, mais la période où il travaille avec lui, c'est là où il était vraiment au top de son niveau et de son art. Depuis un peu moins. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens qui se sont moqués. Tu vois. Et donc, qui sont, qui appelaient ça touch butt, des trucs comme ça, les exercices, machin et tout. Bon, voilà, après, les bourrins qui réfléchissent pas, on en aura tout le temps, de toute façon. Mais je trouve ça triste parce que, du coup, le MMA, c'est quand même déjà un truc où tu dois avoir l'esprit ouvert, puisqu'il y a tellement de choses à maîtriser que le travail de sol, c'est quand même un truc, même s'il y a de la finesse dans les percussions, mais c'est quand même un truc dans la sensation, dans la mobilité. Tu disais, il n'y avait pas d'activité parfaite, et je suis d'accord avec toi. Cela dit, je crois que si j'avais des enfants, je les mettrais au jiu-jitsu brésilien, par exemple. Parce que tout petit, tu apprends le contact avec le sol, le contact avec l'autre. Il y a une variété de positions quand même quasiment infinie, où jamais en pied-point, tu te retrouveras dans ces positions-là par rapport à l'autre et tout.
Donc c'est un truc qui devrait ouvrir l'esprit un peu, de nourrir, de montrer que Mm. bah oui, il faut de la souplesse, il faut de la mobilité. Et Ido Portal, il propose des trucs un peu innovants. En fait, il recycle beaucoup de choses et c'est pas pour critiquer, c'est Mm. très bien, il remet au goût du Mm. jour des trucs. Enfin, quand je le vois, moi je suis plus sensible à ça, mais je trouve pas ça farfelu non plus. Enfin, Mm. de te dire que, bah, de voir que si, bon, je reprends cet exemple de faire du parcours, bah, ça va améliorer ton gainage et ta Mm. coordination et ta souplesse et ta. Bon, bah oui, enfin. Ouais. Faut vraiment être un peu neuneux pour pas voir le transfert, quoi. Ouais. Mais donc il y a encore du boulot à faire, mais bon, c'est effectivement ces collaborations-là qui peuvent aussi ouvrir des champs, quoi. Carrément, mais c'est vrai que la seule chose, moi, que je reprochais dans l'approche d'Ido Portal, c'est justement, je veux devenir excellent dans une discipline. Si je suis ce que dit Ido Portal, ça va être compliqué. Enfin, tu peux pas, même si sur le point de vue du corps et tout ça, ça va te faire du bien de faire ce qu'il fait, mais tu es obligé de te spécialiser pour devenir excellent. Tu vois. Oui, mais Et lui-même, il l'a fait. oui, parce qu'il était 15 il ans faisait ou 17 ans de capoeira, tout ça. Et je pense réellement, il pourra dire ce qu'il veut, et je peux avoir tort de toute façon, mais je pense réellement qu'il ne serait pas capable de faire ce qu'il fait, ce qu'il a fait sans ses 17 ans de capoeira. Oui, s'il avait pas cette base-là. Même dans sa manière de bouger, tu vois la capoeira, en fait. Tu vois, et c'est ça qu'il a... Alors après, il a ajouté plein de briques et il a créé un truc et tout ça. Il a amélioré, mais s'il n'avait pas acquis tout ce contrôle moteur, toutes ces capacités athlétiques et tout avec la capoeira, il aurait eu énormément de mal à faire ce qu'il a fait derrière, tu vois. Et bien sûr qu'il a certains élèves qui sont ultra doués. Je sais plus comment il s'appelle là, celui qui s'occupe de sa salle en Israël. Eli Gold, non, je sais plus comment il s'appelle. Je retrouverai, mais bref, qui est un freak génétique et ultra doué, qui est un mec qui doit s'entraîner très dur, mais qui est extrêmement doué en plus. Et du coup, il fait des trucs de malade. Je sais même pas quel est vraiment son parcours à ce mec-là, mais tu le vois, c'est un mec, une montagne de muscles qui bouge aussi bien qu'Ido Portal, mais qui est énorme, quoi, tu vois. C'est assez flippant même de voir ce qu'il arrive à faire, quoi. Mais pour moi, ça reste des exceptions, tu vois. Oui. Et surtout, tout ce temps dédié à réussir à faire tout ça, bah, quand tu vois des boxeurs, ça, le temps qu'ils passent sur leur technique, sur les différents aspects et tout, si tu passes pas ce temps-là, t'as pas le niveau, tu vois. Après, il y a un truc où d'amener de la variété dans la spécialité, ça peut être intéressant. Oui. Enfin, je pense l'exemple, par exemple, d'un sprinter Mmh. où lui, c'est une activité pure où il court en ligne droite. Mmh. Il n'y a pas d'incertitude. Par exemple, je peux comparer à un rugbyman où tu vois, il n'y a pas de Mm. ballon, il n'y a pas d'adversaire. Son Ouais. truc, c'est voilà, c'est sûrement le truc le plus spécialisé du monde où tu Mm. cours tout droit et tu n'as que ça à penser. Ouais. En fait, peut-être que pour faire ce mouvement qui est antéro-postérieur quand même, majoritairement, de travailler dans les rotations, dans les ouvertures latérales, en fait, ça va soutenir cette activité ultra spécialisée. Donc, ça peut être un plus finalement, parce que même si je comprends bien, ne serait-ce qu'en termes de volume d'entraînement, en fait, C'est ça, tu c'est peux le pas volume. faire et des cerceaux et des trucs et des machins alors que tu as déjà ton truc à côté. Mais de trouver des séquences comme ça où tu amènes de la variété, à mon avis, pour les tissus ou les structures qui sont sursollicités, ça va les soutenir en fait, d'améliorer la coordination, l'équilibre général. Donc, faut bien doser, surtout. Moi, il y a pas longtemps, j'ai bossé, enfin, il y a un moment de 3 ans, avec l'équipe de judo et jujitsu, l'équipe de France, où j'avais fait un stage de yoga. Et je vois bien, en fait, les mecs, ils ont leur boulot alimentaire, ils font leur entraînement, qui est conséquent quand même, s'ils préparent des championnats européens ou mondiaux. Ils ont leur vie quand même un peu à côté, même quand t'es athlète, t'as pas trop de vie. Et si tu leur dis en plus, alors du coup, je vais te rajouter 3 heures de yoga par semaine parce que ça va être bien et tout. Ok, et je comprends, enfin, qu'il y a un moment, non, tu vois. Surtout si les bénéfices perçus, ils sont pas évidents. Donc, moi, c'est ça qui m'a causé, je pense, mon problème de hanche. C'est le programme de muscu avec des charges lourdes. Ok, c'est une chose, mais c'est en fait, les séances me prenaient beaucoup de temps. Et donc, ce temps-là, je l'ai alloué à la muscu, mais
et ben ça a été au détriment de mon travail d'étirement, de massage et tout ça que j'ai laissé de côté parce que les séances me fatiguaient, elles étaient longues et que j'avais d'autres choses à faire. Et donc, j'ai fait un choix qui n'a pas été le bon. Mais, et c'est souvent ça, en fait, cet arbitrage. On a tendance à se dire que c'est le moins important. C'est ton travail d'étirement et tout. Et toi, j'écoutais le podcast de Joe Rogan avec Dan Gable, l'un des plus grands lutteurs de tous les temps, qui a été un champion extraordinaire et un coach extraordinaire aussi, qui est toujours en vie, donc. Et alors lui, il a eu énormément de blessures. Donc, d'un côté, c'est pas le meilleur exemple, parce je crois qu'il a eu 21 opérations au total dans sa carrière, donc c'est pas rien. Après, lutteur professionnel, voilà, c'est... Et surtout, c'était un malade, c'est-à-dire qu'il y a personne qui s'entraînait plus que lui. Il passait 7-8 heures par jour pendant des années et des années, donc là, il a bousillé son corps. Mais il disait, qu'est-ce qui m'a permis toujours de faire ça? C'est le temps que je passais à la récupération que ne faisaient pas les autres. C'est qu'après chaque entraînement, je passais en moyenne 2 heures à travailler sur ma récupération, des automassages, des étirements, du sauna, la réhydratation. Et en fait, c'est à chaque fois là où les gars disaient bah tiens, on va boire un coup, tu mets tout. Je dis non, moi j'ai ma routine de récupération à faire, ce qui lui permettait de se rentraîner souvent une deuxième fois dans la journée et d'additionner tous les jours, machin. Mais il passait 2 à 3 heures, il dit, par jour à la récupération, tu vois. Alors, d'un côté, tu dis, bon, bah, ça l'a pas empêché d'avoir 21 opérations. Oui. Bon, après, il y a des trucs qui sont pas liés avec ça. Il dit, des fois, je voulais pas mettre de protège-dents. Bam, plusieurs fois, je me suis fait arracher des dents, opération, déboîter la mâchoire. Enfin, donc, là, c'est pas des trucs, des blessures de je me suis mal entraîné. C'est la lutte, c'est violent. Voilà. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire, ouais, en fait, ta récupération, c'est pas juste s'asseoir devant la télé et attendre que ça aille mieux, tu vois. Lui, c'était vraiment une pratique dédiée à la récupération, quoi. Et c'est là où souvent, même si moi, pour être honnête, le yoga, ça me convient pas bien, mais il y a aussi mon anatomie, j'ai ce qu'ils appellent l'effet CAM, en fait, qui est un conflit au niveau de la hanche entre ton col du fémur et la forme de ta hanche, et tu viens en conflit. Et du coup, tu n'as pas de rotation interne. Et donc, toutes les positions où je dois avoir le genou dans l'axe, je peux pas les faire quasiment. Je peux tout le temps obligé d'être comme ça. Il y a pas mal de positions au final en yoga où j'ai énormément de mal à... Enfin, il y a pas c'est très dur d'adapter la position pour moi parce que je suis bloqué articulairement, tu vois. J'ai pas d'espace en fait articulaire dans la hanche pour le faire. Et j'ai essayé de faire du yoga quelques fois. J'ai pas fait 40 séances. Et à chaque fois, ça a été extrêmement frustrant pour moi. Ok. Alors tu vas me dire oui, mais tu n'as pas fait ma méthode. Non, mais c'est le profil. Je te lance un challenge, voilà, c'est ça. Parfait. Non, mais c'est exactement. Mais ça, moi, ça m'a. Mais en même temps, il y a des trucs comme ça qui me. Alors je dis pas que ça se trouve, il y a un moyen de le faire en sorte que ça me convienne, tu vois. Mais la même chose, j'ai essayé du tai chi, je terminais énervé d'une séance de tai chi. C'est pas, tu vois, ça n'avait pas, ça me correspondait pas. Ça, au contraire, c'est comme si ça m'activait de l'énergie, mais que ça... Oui, t'avais pas la décharge. Et pourtant, j'avais essayé du Chen qui est plus... avec des changements de rythme et des explosions, machin et tout. Je terminais frustré de... Je pense que, bon, en plus, c'était une époque où j'étais vraiment dans l'externe et pas tellement dans l'interne, mais ça me correspondait pas, tu vois. Mais par contre, j'ai beaucoup recommandé aux gens en disant, le yoga, c'est top parce que ça vous permet de rajouter des choses qui sont intéressantes dans vos entraînements sans venir vous empêcher, ce qui est le problème souvent aujourd'hui, de pratiquer votre discipline principale. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'essaie de plébisciter l'inverse, tu vois, mais le no pain, no gain est encore vachement présent. Et le côté physique devient des fois même prend trop le pas sur la technique. Et les gens se font des programmes de prépa physique et passent plus de temps à faire du physique qu'à faire de la technique, tu vois. Ou parfois, le physique fait que t'es pas frais pour la technique. Et donc, tu progresses pas suffisamment techniquement. Il faut trouver le bon équilibre. Et l'avantage, en tout cas, moi, que je trouvais au yoga, c'est que ça te permet de travailler sur ton physique, mais sans venir, tu vois, empêcher de travailler ta technique dans ta discipline derrière, tu vois. C'est pas le truc qui va
qui va te cramer le système nerveux, te faire... Alors, ça dépend comment tu travailles, mais te faire des courbatures tu peux plus bouger le lendemain. Tu vois, normalement, ça doit plutôt t'aider, tu vois. Oui. Pour revenir sur... Dan Gable, c'est ça Dan Gable, ouais. Peut-être qu'effectivement, il a eu 21 opérations, Ouais. mais peut-être que soit il n'aurait pas fini sa carrière s'il n'avait pas fait toute cette routine d'entraînement, ou alors il en aurait eu 50 des opérations, quoi. Donc, mais c'est très bien parce que lui, il équilibrait un peu le yin et le yang, du coup. Concernant ce que tu dis sur le yoga, déjà, il faut voir que sous le terme yoga, c'est comme si tu dis, ouais, je fais des arts martiaux. En fait, ça peut être, tu peux faire du combat au KO ou du qigong immobile. En fait, c'est tellement large qu'il y a plein de pratiques. Que c'est, en tout cas, disons, si on part sur du yoga vinyasa, qui est yoga dynamique, disons, je trouve qu'effectivement, ça s'intègre assez facilement dans la préparation des sportifs. Ça peut peut-être même remplacer certains échauffements. Enfin, je sais pas. Ça dépend. Parce que c'est très transversal comme activité. C'est-à-dire que ça demande un ensemble de capacités physiques qui est très large. Parce qu'il faut de la force, il faut de la souplesse, il faut de la coordination, de l'agilité, de l'équilibre. Donc, et puis, comme c'est assez ouvert, en fait, rien n'empêche d'inclure d'autres exercices dans les enchaînements. Enfin, voilà, c'est très riche. Et surtout, il y a un travail sur le physique, mais surtout, il y a un travail, ça peut devenir fonctionnel. Donc, ça peut être un travail de mobilité. En fait, ça a beaucoup évolué aussi, le yoga. Si on part du yoga classique indien, disons plutôt Hatha Yoga, où tu te places dans les postures et tu restes 5 respirations et tout ça, même si ça peut avoir son intérêt, je pense. Et moi, j'aimerais bien repratiquer ça. Il paraît qu'il y a 2 frères qui sont anciens champions de boxe française, mais à l'ancienne, qui sont devenus élèves d'un maître, et eux, ils enseignent un yoga traditionnel, mais je serais curieux de voir comment ils font. Donc, c'est à Paris, ça sera ma petite expérience. Mais sinon, en fait, dans le style que je pratique, ou dans les styles que j'ai rencontrés, le yoga a été influencé par la danse, par le tai chi. Donc, moi, je propose peu de travail statique où tu restes et tu fais rien pendant 5 minutes, même si ça peut être intéressant mentalement. Il y a sûrement des bienfaits. Mais c'est plutôt un travail fonctionnel, de mouvement, d'enchaînement. Mes élèves me disent que c'est beaucoup plus facile, du coup, d'aller dans les positions. Parce qu'il y a quand même, au bout d'un certain travail dynamique, on peut rester quelques respirations dans la position, mais tu as installé, tu as étiré les muscles, lubrifié les articulations. Nerveusement aussi, il y a une information où tu comprends mieux comment aller te placer. Donc, ouais, non, je pense que ça peut être vraiment très adapté pour les sportifs. Il y a un style en particulier ou pas, le yoga que tu Alors, conseilles? maintenant, c'est ma tambouille personnelle, mais ça pourrait être, disons, yoga vinyasa. Il y a une partie où ça peut être vraiment très athlétique. Encore une fois, je pense que faut pas que l'intensité physique, comme pour tout, ça prenne le pas sur la conscience du mouvement. Parce que maintenant, à Paris, c'est tellement à la mode, il y a des trucs où t'enchaînes pendant 1 heure. Mais moi, j'ai travaillé dans des salles pas très longtemps où c'était comme ça. Et où en fait les gens ils savent pas se placer, ils viennent pour transpirer, c'est une sorte de nouveau fitness et c'est un peu marketé comme ça, mais il y a aucune conscience des alignements et ça peut être dangereux, on peut se faire mal en faisant du yoga aussi et il y a beaucoup de blessures. Cela dit, si c'est fait en conscience, il y a des niveaux d'intensité où ça peut presque devenir cardio parce que t'enchaînes, il y a des séquences dynamiques et si tu combines des enchaînements des enchaînements intenses plus un haut niveau d'exigence dans le placement du corps, l'activation des muscles profonds, la synchronisation avec la respiration. Enfin, c'est un travail qui peut vraiment être très, très complet et qui peut, comme tu travailles quand même beaucoup sur les rotations, les mouvements comme ça, enfin, pour les arts martiaux, par exemple, c'est vraiment, je pense, vraiment très complémentaire. Et tu peux à la fois avoir un gain fonctionnel. Si tu le fais plus doux, moins intense, ça peut être un travail de récupération. Il y a des formes donc comme plus externes, plus yang, donc comme ce dont je viens de parler, mais à l'opposé, il y a le yin yoga par exemple que moi j'ai découvert plus tard. Et il a fallu que je fasse tout ça pour pouvoir être réceptif à ces pratiques-là, à la fois que je fasse quand même beaucoup de techniques dynamiques qui m'ont aidé à travailler la sensibilité du corps et l'attention au mouvement. Il a fallu que je me pète aussi salement pour dire ouais, j'ai trop mal et je vais écouter un peu maintenant. Mais c'est des postures où tu te places, j'en parle dans le livre, où tu vas rester longtemps dans les postures, mais c'est pas en mode grand écart et tu serres les dents. Tu te sers de plein de coussins, des blocs, des trucs, des machins,
pour que ce soit très confortable. On dit que, par exemple, si tu as une courbe de 100% d'intensité, toi, tu vas jamais aller au-delà de 30%. Mhm. Parce qu'au-delà, justement, tu tombes dans tes automatismes parce que tu fais ce que tu connais. Mhm. Donc, si tu veux réinstaller quelque chose de nouveau, si tu veux avoir une détente dans les tissus profonds, dans les fascias, mais même au niveau nerveux, si tu veux avoir une sorte de reprogrammation nerveuse, Mhm. il faut que l'intensité soit basse. Parce que Ouais. s'il y a un incendie chez toi, c'est pas là que tu vas te demander si tu vas refaire le papier peint. Tu vois, tu Mhm. sors et tu cours. Donc, si tu veux vraiment amener un changement profond, que ce soit tissulaire ou nerveux, il faut une intensité basse. Et donc là, ça te permet de travailler sur ta respiration, d'aller dans la sensorialité vraiment. Enfin, moi, les plus gros progrès que j'ai faits, même en dynamique après, c'est grâce à ça, quoi. Parce que il y a tellement des nœuds, des trucs qui sont bloqués que bah voilà, tu te places, tu respires. Ça peut être guidé de façon différente en fonction des profs. Mais déjà, au niveau antalgique, enfin, après, ça soulage vraiment les douleurs. Et le gain fonctionnel, comme tu travailles sur les fascias et que tu délies vraiment les tissus profonds, ce qui va structurer le reste, les, les progrès, ils sont ouf, quoi. Enfin, franchement, c'est... Donc, comme cet exemple-là, en fait, qu'il faut avoir un alliage intelligent du yin et du yang, et que, en fait, je fais un saut dans le temps, mais quand je suis rentré de Chine, j'étais trop blessé, quoi. Enfin, j'avais mal partout. Je suis quand même allé à ce fameux stage d'été, puisque c'était la période où je pratiquais encore. Et parce que, bah ouais, moi, je voulais montrer que je revenais de Chine et j'avais quand même fait du MMA, et puis enfin, testostérone et des trucs de bonhomme, quoi. Et en fait, j'ai fait le premier entraînement qui était à base de, c'était à 9 h du matin, quasiment à froid, tu faisais des séries de 50 coups de pied dans le vide et c'était parti pendant, tu commençais, tu faisais toute la journée, quoi. Et au bout de 10 minutes, j'ai vu que ça allait pas, quoi. Enfin, je pouvais continuer, mais à la fin de la journée, c'était fini, je pouvais plus marcher. Et donc, je suis allé trouver mon maître, Olivier Barbet. Et lui, il avait fait ce parcours-là aussi, où c'était le combattant ultime. À la fin, dans le cercle du combat, il se levait, il n'y avait plus personne qui se levait, parce que tout le monde savait comment ça allait se finir. Et était tellement fort qu'il s'est bousillé tout seul. Il a fait le milliardième coup de pied, où il s'est arraché les lombaires devant tout le monde, et après, il est en fauteuil roulant. Et pour se remettre, il a fait du tai chi et du qigong. Enfin, voilà, le parcours classique qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, je suis allé le voir, et je lui dis, franchement, je peux pas. Enfin, c'est pas que je suis de mauvaise volonté, mais je peux pas. Il me dit, ouais, c'est pas grave, je donne un cours de tai chi tout à l'heure. Alors bon, c'était un peu la honte, parce que tu te retrouvais avec les vieux et les blessés. Et en fait, c'était trop bien. C'est là que j'ai commencé à... Comme j'avais fait du sol avant et que ça m'avait beaucoup aidé à nourrir ma sensibilité, en fait, là, j'ai vu que tu bougeais avec le souffle. Je sentais à l'intérieur ce qui se passait. Je commençais à remettre un peu mes vertèbres et tout. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, comment je pouvais bouger autrement. Et j'ai fait que ça pendant toute la semaine. On faisait tai chi et qigong. Et à la fin de la semaine, j'avais plus mal nulle part. C'était trop bien. Et donc, j'avais un pote, je lui ai dit, on fasse un petit combat quand même pour voir. Quand même. Quand même, parce qu'on on est neuneux. Et j'ai rarement aussi bien combattu de ma vie. Il y avait tout qui passait. Les coups de pied, les trucs, les machins. C'était relax. C'était une des meilleures perfs de ma vie. Cool, hein. Enfin, on n'est pas... Mais j'étais à l'aise. Je faisais ce que je voulais parce que j'avais lâché dans la tension. Et donc, ce que tu disais sur le volume d'entraînement, c'est intéressant parce que j'ai fait un DU de prépa physique il y a quelques années où tu avais un peu, enfin, vraiment des gens du haut niveau de la prépa physique. Et donc, tu vois, ils te sortent les calendriers d'entraînement et le volume et le truc. Et il y a un truc qui est très yang, c'est quand tu t'entraînes, il faut faire. Il faut faire des trucs. Alors, là, tu tapes sur ton copain, tu soulèves la barre, tu cours, tu fais des trucs. Parce que si tu fais rien, tu t'entraînes pas. En fait, c'est faux. Enfin, et bien sûr, il faut faire des choses pour performer, on est d'accord, mais il y a cette hantise un peu du volume où, en fait, peut-être que si le volume, il était moins important, mais réparti plus intelligemment, il faudrait trouver un truc hybride, en fait, entre, oui, ok, si la force c'est la capacité à vaincre une résistance, sûrement va falloir que tu soulèves des poids et que tu fasses des trucs et des machins. Mais est-ce que, qu'est-ce que tu fais avant? Qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu es obligé de faire autant pour faire aussi bien? Mais presque, tu pourrais faire mieux, en fait, si tu faisais plus intelligemment, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a aussi qui essayent de se calquer sur les volumes et les méthodes de professionnels ou d'amateurs haut niveau, alors qu'eux font ça en loisir. Et sauf qu'il n'y a pas tout ce qui vient accompagner, tout le staff qu'il y a autour, les masseurs, kinésithérapeutes,
tous les outils de récupération que vont avoir théoriquement les professionnels et les hauts niveaux. Et les amateurs ou les loisirs, ils reproduisent ça, mais sans cette couche qui fait que ça fonctionne, tu vois. Sans la bonne nutrition, sans tout ça. Et c'est comme ça que tu finis par te faire mal, hein, c'est sûr. C'est pour ça le CrossFit, par exemple, ça a beaucoup explosé. Et je crois que c'est très chouette. J'ai jamais vraiment pratiqué, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait. Et c'est bien parce qu'il y a de la variété et beaucoup d'intensité. Mais aussi, comme tu dis, si les gens ils ont un travail de bureau, ils sont assis dans le métro, ils sont assis chez eux, et que 3 heures par semaine, c'est tu sautes, tu cours, tu soulèves des barres et tout. En fait, le gap, il est trop violent physiologiquement. Et souvent, comme dans des cours de yoga où si tu vas tout de suite chercher des amplitudes ou une intensité qui est trop en décalage avec le quotidien, ça crée des trucs où en fait les gens ils se blessent. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver. Mais ça, je pense que c'est en train de faire son chemin de toute façon, avec des exemples comme on l'a dit tout à l'heure, comme Ido Portal, comme je sais qu'à une époque, à l'INSEP, il y avait une danseuse notamment qui donnait des cours à des athlètes comme à Jimmy Vico par exemple ou Héloïse Le Sueur. Enfin, il y avait toute une génération d'athlètes qui travaillaient avec cette danseuse et a priori il y avait pas de rapport. Armel, j'ai oublié son nom. Mais voilà, les gens et les mentalités s'ouvrent quand même et encore une fois il y a un travail de transversalité qui fait que si tu as une spécialité, même en travaillant un peu plus général, comme voilà, c'est intéressant cette opposition que faisait Ido Portal, ça peut quand même avoir un intérêt. Il faut du dosage et il faut pas, voilà, tu vois, si t'es boxeur, tu vas pas devenir gymnaste, mais il y a quand même une rencontre qui peut être vraiment intéressante, quoi. Alors pourquoi tu cibles les hommes fondamentalement, est-ce que dans le yoga, les hommes et les femmes rencontrent pas les mêmes problèmes, ou alors c'est plutôt parce que toi tu m'avais contacté aussi pour parler de la masculinité, des choses comme ça. Est-ce que c'est plutôt justement la manière d'appréhender les choses qui est vraiment différente entre un homme et une femme dans la pratique du yoga? Alors, il y a plein de raisons. En fait, historiquement, en Inde, la pratique, elle était surtout réservée aux hommes. Parce que c'est une société assez machiste quand même. Donc, il y avait des femmes qui pouvaient pratiquer, mais voilà, c'était plutôt un truc d'homme. Et en fait, le yoga, il est arrivé en Occident. Soit il y a des Occidentaux qui sont venus un peu en Inde, mais il y a aussi des maîtres qui ont été envoyés un peu comme les arts martiaux finalement. Et aux États-Unis, notamment en Californie, en fait, il y a des actrices, surtout des femmes qui se sont intéressées à ça. Et comme c'était quand même une pratique qui demandait pas mal de souplesse, ça a plu aux femmes qui, en Occident, elles font plutôt de la danse. Enfin, c'est plus stéréotypé, quoi. Et puis c'est vrai que dans les envies, pardon de te couper, mais les hommes, même s'il y en a qui aspirent à être souples et tout ça, sont plus dans le yang, dans le je veux du muscle, je veux, tu vois, et je pense que ça leur parle moins, en tout cas, qu'aux femmes, tu vois, de gagner en souplesse, d'avoir des muscles plus longs, tu vois. J'avais vu, même si c'est pas du tout un bon exemple pour le yoga, mais j'avais vu un reportage Netflix sur Bikram, qui a fait quand même des choses vraiment pas bien. Mais en tout cas, sa méthode, de la personne dont il l'a volé, en quelque sorte, parce qu'il a volé son approche et tout, ça avait l'air d'avoir des résultats, tu vois, super, mais qui allait vraiment plus parler, je pense, à des gens qui ont des pathologies, tu vois. Avec son slibard, machin et tout, t'es un homme, tu le vois lui, t'es pas, tiens, je veux être comme lui, tu vois. Mais moi aussi, j'étais comme ça, quoi. Mais donc, du coup, il y a... moi... C'est l'aparté, voilà. En fait, non, mais c'est vrai, ce truc du slibard, c'est marrant parce que, en fait, moi, quand je faisais des arts martiaux, j'ai cherché un peu le yoga parce qu'on entendait un peu parler. Et j'étais tombé sur des photos d'un prof qui était en slip et qui faisait il y avait des positions qui ressemblaient à ce que je voyais en arts martiaux, tu vois. Et je me suis dit, mais le mec qui se met en slip, il fait des positions, c'est pas pour moi. Et en fait, 10 ans plus tard, c'est lui que je me suis formé. Tu t'es retrouvé en slip? Non, alors on n'était pas en slip, on était en short. Ça avait évolué un peu. Mais c'est chez lui que j'ai atterri et c'est chez lui que j'ai fait ma première formation, tu vois. Donc c'était marrant. Mais donc, donc ça a plu plus aux femmes. Et puis, les Américains, on les connaît bien, ils ont beaucoup de talent, notamment au niveau du marketing. Donc c'était la cible de choix. Ce qui fait que la plupart des pratiquants sont des pratiquantes, parce qu'en France, ça a suivi un peu le même modèle. Et
et donc, moi, il y avait un cours, enfin, je donnais plusieurs cours de yoga, et il y avait un cours ouvert à tous, mais qui était complet, et c'était que des femmes. Donc, moi, je suis très content, la plupart de mes clients sont aussi des clientes, mais je voyais qu'il y avait quand même un manque, enfin, que ça pouvait apporter des bénéfices aux hommes. Mais qu'il y avait des a priori, voilà, que il fallait déjà être souple, ou alors que c'était ennuyeux, ou alors que ça développait pas la force, alors que franchement, enfin, tout ce qui est travail d'équilibre sur les bras, de handstand, il y a vraiment un gain, et qui là est fonctionnel plutôt que force pure, quoi. Donc ça peut être intéressant aussi pour les athlètes et pour les autres. Et puis c'est un peu ce qui ressort aussi de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Dans mon expérience, j'ai vu que souvent le corps des hommes, il était capable, puissant, et souvent il était souffrant à différents niveaux. Et d'autant plus qu'en fait, ils en avaient pas toujours conscience que voilà, qu'il y avait des tensions, des douleurs. Mais non, c'est normal, et puis c'est pas grave, puis j'ai pas vraiment mal. Et en fait, c'est qu'on a oublié ce que c'était de pas avoir mal, en fait. Ouais. Donc ça, c'était problématique. Et je pense qu'il y a aussi dans cette approche-là, la conséquence, c'est que tu te coupes d'une certaine sensibilité. Donc il y a un appauvrissement à la fois des capacités athlétiques, je pense, parce que plus tu sens ton corps, mieux tu peux bouger, je pense. Et même dans la vie en général, ça demandait une certaine fermeture, mais encore une fois, qui n'était pas palpable, puisque si tout le monde fait comme ça, toi tu penses qu'il faut faire comme ça. Aussi parce que dans si c'est comme ça, si ça crée des blocages ou des barrières dans le rapport à soi, ça crée des blocages et des barrières dans le rapport à l'autre. Et que dans ma vie personnelle, j'ai quand même rencontré pas mal de femmes qui avaient souffert de l'attitude des hommes, c'est un euphémisme. Et donc, tout ça, à la fois mon expérience professionnelle et personnelle, m'a montré qu'il y avait quand même un rapport, des hommes avec eux-mêmes, des hommes avec les autres, qui n'était pas toujours satisfaisant, loin de là, quoi. Et les questions de la masculinité, de la place des femmes, c'est quand même très en débat aujourd'hui. Et que c'est important que ça change pour les femmes, mais c'est important aussi que ça change pour les hommes, je pense. Parce que, encore une fois, la plupart, dans ce que je vois, ils n'ont pas conscience que ça les limite, toute cette image de la force, de la dureté. Et ça ne veut pas dire devenir plus mou. Par exemple, cette question de la sensibilité ou de l'empathie, si tu es un combattant, plus tu vas percevoir comment l'autre il bouge, ce qu'il va faire, d'un point de vue tout à fait pragmatique, en fait, plus tu es empathique et mieux tu combats. C'est un peu comme aux échecs. Si toi, tu pousses tes pions sans regarder ce que l'autre fait, en général, tu te fais planter. Si tu vois déjà comment il va faire, parce qu'il y a une certaine écoute, tu vas mieux combattre. Donc, le but, c'est pas ça, mais ça peut être un exemple, un peu comme les jeunes qui veulent pas s'étirer, tu peux leur expliquer qu'ils vont mieux faire. Donc, en fait, en étant plus sensible, on peut aussi être plus fort, je pense. C'est mon expérience, quoi. Donc, à la base, en fait, moi, je voulais faire des cercles d'hommes. C'est-à-dire comme des cercles de femmes où on se réunit pour parler de sujets divers et variés. Et je voulais faire ça dans le studio où je bossais. Et ça les branchait pas trop. Mais elle me dit, mais pourquoi tu fais pas, la responsable qui s'appelle Carole Aftalion, que je salue, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas du yoga pour hommes? En fait, je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas. Et ça, en fait, ça a suscité pas mal d'intérêt. Il y a la télé qui est venue, des journalistes qui sont venus faire des reportages en disant, mais donc la même question que celle que tu as posée, pourquoi du yoga pour hommes? Alors qu'à la base, le yoga, c'était quasiment que pour les hommes. Donc c'était intéressant, ce mouvement je sais pas, sociétal, technique. Mais c'est pour la manière de le marketer, en fait. Et, en gros, voilà, c'est ça. Si aujourd'hui, il y a tellement de femmes et si peu d'hommes, c'est beaucoup une question de marketing, je pense. C'est sûr que ça ne s'inversera pas s'il n'y a pas justement quelque chose qui est fait, parce que, une fois de plus, beaucoup d'hommes vont arriver, vont voir un cours avec que les femmes et vont dire, alors c'est le stéréotype, mais on parle de stéréotype, vont dire, moi je vais pas dans un cours de gonzesse. Faire des trucs de souplesse où tu lèves la jambe. Et en plus, c'est encore plus, même s'ils ne la mettront pas, c'est encore plus intimidant, parce que d'une manière générale, les femmes sont quand même plus souples que les hommes. Et donc, tu vas forcément être le moins souple, le plus en galère moi, je l'ai vécu, de tout le cours, quoi, tu vois. Donc,
C'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Ouais. Après, de faire une pratique, puisque ça, c'était une objection qui a été soulevée, c'est pas un truc de masculiniste de se replier sur soi et dire hey, nous les hommes, on est ensemble et tout ça contre les bonnes femmes. Au contraire, enfin, c'est de donner à la fois des compétences et des connaissances aux hommes qui connaissent pas. Parce que donc physiquement de gagner en souplesse, en mobilité, mais aussi d'avoir des repères sur la technique. Et pour que à terme, moi, mon objectif, ce serait que justement les hommes soient plus en confiance et qu'ils aillent dans des cours mixtes et où il y ait plus cette barrière de se dire je vais être le seul mec et je vais pas savoir faire. Ouais. Donc ok, je serais peut-être le seul mec, mais je saurais faire et il y a pas de problème finalement. Enfin, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes qui pratiquent le yoga. Et qui sont déjà à l'aise, où eux, ils ont dépassé ça. Donc, s'ils souhaitent lire mon livre et pratiquer avec moi, j'en suis ravi. Mais un peu comme les gens qui débutent, quoi, dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai du plaisir à accueillir des hommes qui n'en ont jamais fait et qui découvrent petit à petit. Et là, tout a été un peu perturbé. Mais j'ai un groupe en ligne que je suis et c'est ma fierté de les voir progresser et de faire de plus en plus des trucs qui ressemble à un cours de yoga classique. Ouais. Mais et dans l'intensité et dans l'amplitude des positions et tout, ça change. Après, il y a un aspect bénéfique, mécanique, où on devient plus fort, plus souple, on a moins mal, bien sûr. Et ça, c'est important. Et ça peut être une bonne accroche. Ce que je vois aussi et ce que je souhaiterais vraiment porter, c'est en fait la conscience du corps en mouvement. Petit à petit, on peut faire des ajustements plus fins dans l'alignement, dans la rythmique des mouvements, où eux, ils se sentent mieux, ils se sentent mieux et ils sentent mieux les choses. Et donc, ils sont capables de mieux faire. Et parce que sinon, on peut faire du stretching et du renforcement musculaire fonctionnel et avoir des résultats équivalents et c'est très bien. Mais c'est pas que de la mécanique. Il y a un travail sur la sensorialité et sur la sensibilité qui est vraiment important au niveau individuel et à une période où aussi la société, elle change beaucoup. Où clairement l'attitude des hommes, en tout cas de certains, voire de beaucoup, apparaît comme clairement problématique. Et aujourd'hui, on peut plus dire que non, c'est pas du tout isolé, c'est même une tendance forte. Et malgré tout le discours qu'il y a, on voit qu'en fait, ça révèle de plus en plus de choses. Et donc, c'est important à ce moment-là où la masculinité et la féminité sont débattues. Je pense que d'amener cette dimension corporelle, c'est important. Parce que c'est pas que des mots ou des discours, parce que c'est aussi des choses qui sont pas forcément... qui remettent en question un peu toute la théorie sur le genre, où ça remet en question quand même les fondements de la société. Et c'est des choses qui demandent des connaissances intellectuelles, il faut avoir lu des trucs pour comprendre, parce que c'est pas évident. Et tout le monde peut pas faire ça ou veut pas faire ça. Par contre, tout le monde peut sentir les choses. Tout le monde peut voir, par exemple, au niveau des émotions, que... apprendre à vivre ses émotions dans son corps, ça peut être utile à tout le monde. Et c'est quelque chose qui est accessible de voir, d'identifier. Ok, t'es en colère, tu vas sentir un truc dans ton thorax. Et est-ce que du coup, en fait, c'est cette sensation qui va pousser à une réaction que après on regrette ou... non, ok, tu vas avoir cette sensation et t'es plus téléguidé par tes sensations et tes émotions. Tu vois, ok, t'accueilles, ok, ça fait ça. Est-ce que je décide de suivre? Parce qu'il y a des colères qui sont légitimes aussi, ça veut pas dire qu'on devient... Ou est-ce que, non, en fait, j'ai peut-être l'espace pour faire autre chose, quoi, autrement. Et que, puisque il y a quand même, encore une fois, beaucoup de violence des hommes envers les femmes, mais c'est parce qu'il y a de la violence des hommes envers eux-mêmes et envers les autres hommes aussi, je pense, que d'apprendre à mieux gérer son corps et de savoir, de trouver son espace personnel et de le respecter, ça permet aussi plus facilement de respecter celui de l'autre, en fait. Donc, cette pratique, le yoga, ça peut être aussi très individualiste, ce qui est paradoxal, parce qu'on est tout seul sur son tapis. Là, en plus, on est tout seul sur son tapis, devant son écran ou derrière sa caméra, en plus. Donc, finalement, il y a aussi tout un discours autour de ça qui peut être un peu dangereux, où tu te replies sur toi et tu te poupounes et qu'est-ce que je sens et tout ça. Et en fait, c'est qu'une partie du travail. C'est, ok, moi, je me sens et je me développe pour rencontrer l'autre d'une façon qui soit satisfaisante pour tout le monde, quoi. Et après, tu peux aussi, tu vois, on dit souvent que ce que tu présentes, en fait, faut
comment dire, comment je peux formuler ça, mais c'est-à-dire que souvent, les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et que donc, si tu leur dis, voilà, je vais vous donner ce dont vous avez besoin, ils en veulent pas parce qu'ils savent pas qu'ils en ont besoin. Donc, il faut d'abord les accrocher avec ce qu'ils pensent avoir besoin, ce qui les attire, et ensuite les amener vers réellement ce dont ils ont besoin. Ouais, enfin, tout ça, ça me fait penser, j'avais vu un truc, je sais pas si tu connais, je crois que c'est un ancien, ça me fait assez rire de voir des fois, j'avais vu ces vidéos, un ancien catcheur, un truc comme ça, Dallas Power Yoga ou un truc, ça te dit rien, Non. ce truc? Je crois que c'est un Je vais ancien, regarder ça. c'est un américain, un ancien, je crois que c'est un ancien catcheur, en tout cas, il a un style de catcheur, il est pas tout jeune et il fait du yoga, mais très en force, quoi, très, tu vois. Et, Hulk Hogan, quoi. ouais, un peu Hulk Hogan Ok. qui ferait du yoga, tu vois. Je crois que c'est Dallas Power Yoga ou un truc comme ça. Et, mais du coup, il arrive à attirer des hommes et les amener vers le yoga. Et je crois qu'après, il a des niveaux où il les amène vers un yoga plus un vrai yoga, ou en tout cas un truc différent. Mais il les accroche d'abord avec allez, on tient, machin, tu vois, des trucs un peu en force. Et, mais il a de belles réussites. Il a beaucoup de témoignages de gens qui se sont transformés en suivant sa méthode et tout. Après, c'est très marketing à l'américaine. Mais j'avais trouvé ça intéressant de dire, bah tiens, là, c'est un yoga, clairement, qui va parler à pas mal d'hommes. Et puis, il les attire avec ça. Et puis derrière, au bout une fois il a commencé à les aider avec ça, il va les amener vers autre chose en disant, voilà, maintenant, ce vers quoi il faut aller, tu vois. Donc, ça me faisait penser à ça. Juste pour terminer, parce qu'après, du coup, j'ai mon IRM. Et en plus, on a les enfants qui vont arriver bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Alors, donc justement, ça synthétise un peu tout ce dont on a parlé. Ouais. Il y a une partie historique, assez brève, mais où j'explique pourquoi, d'où ça vient et pourquoi il y a un livre sur le yoga pour hommes. Donc, ce qu'on a Ok. expliqué un peu. Une partie sur l'anatomie, où en fait, je pense que c'est intéressant ce que tu disais sur qu'est-ce que le yoga. Est-ce que le yoga, c'est faire des postures de yoga? Pas forcément. Parce que moi, j'ai vu des cours où les gens ils faisaient des postures de yoga et c'était pas du yoga parce qu'il y avait cette absence de conscience. Et en même temps, bah, du coup, l'idée, c'est de pouvoir transférer le yoga une fois qu'on est sorti du tapis. C'est-à-dire qu'on va être plus conscient de soi, etc. Donc, il y a des principes de mouvement aussi que j'explique. La respiration, le centrage profond, la position de la colonne, la qualité des appuis. Toute une phase de préparation. Et puis après, il y a la partie des postures et des séquences dynamiques qui sont expliquées sur les alignements, les différents placements, les actions dans chaque posture à trouver. Donc ça, c'est la partie plus yang. Ensuite, il y a tout un travail sur la respiration. Et puis, petit à petit, en fait, on part du yang pour aller vers plus du yin. Donc la pratique dont j'ai parlé, où on est plutôt immobile, mais soutenu par pas mal de choses, et on va travailler en profondeur. Des exercices de relaxation et de méditation, où là, on passe plutôt vers ce qui est mental. Et enfin, il y a une branche dont on n'a pas parlé qui s'appelle le Yoga Nidra. En gros, c'est ce qui a inspiré la sophrologie et beaucoup de pratiques de préparation mentale. Où là, une fois que le corps il est bien apaisé, que la respiration est profonde, et c'est d'aller chercher au plus profond sur comment on peut planter des nouvelles graines. Donc, on va faire des visualisations sur une fixation d'objectifs. Hein. Moi, je propose 3 pratiques comme ça pour vraiment aller travailler à un niveau où c'est un peu comme si la conscience et la matière, elles se rencontraient. Donc, on part du plus concret, de comment je vais activer mes abdos pour pas avoir mal au dos, vers, à la fin, comment, si je suis bien relaxé, je peux trouver des exercices d'imagerie mentale qui vont m'aider à changer mes schémas en profondeur. Parce que, encore une fois, c'est pas que du mécanique ou du tissulaire, où il y a beaucoup plus que ça. Et ça, je pense que c'est cette variété de pratiques qui distingue le yoga d'autres, où on trouve des petits bouts, ça peut être des étirements, du renforcement, de la préparation mentale, des trucs comme ça. Et là, il y a quand même une richesse, parce que c'est une pratique millénaire, un peu comme les arts martiaux, où ça peut couvrir quand même beaucoup, beaucoup d'aspects qui vont impacter le quotidien ou l'activité sportive de façon positive. Et voilà, donc c'est un chemin un peu comme le chemin du héros, quoi. On part du plus concret vers le plus subtil, et après pour mettre tout ça ensemble et avoir une vie chouette. Ok, écoute, ça m'a l'air top. Merci beaucoup Greg, en tout cas. Merci, c'était une conversation super intéressante sur
sur un sujet que moi je maîtrise moins, mais en tout cas, on a raccroché ça à des choses sur lesquelles j'avais un petit peu de choses à dire. Voilà, j'espère que le bouquin va avoir du succès parce que ça me paraît quelque chose voilà, qui peut apporter vraiment quelque chose de positif à pas mal de personnes. Bah, merci beaucoup. Et puis, Moi, en tout cas, je voyais pas de contradiction à Mm. parler de ça dans un podcast d'arts martiaux parce que je pense que le yoga, Oui. enfin, l'art martial, c'est peut-être une forme de yoga, enfin, Mm. comme on a parlé au début. ça va très bien L'idée, c'est avec, je pense. que voilà, ce soit dans la vie et que ce Ouais. soit pour l'épanouissement finalement. Donc voilà, cette alliance du corps et de l'esprit et du cœur aussi. Je suis ravi que tu m'aies accueilli. Merci beaucoup. C'était un Ça honneur. fait plaisir de se revoir et puis de toute façon, on reste en contact. Carrément. Merci. Merci à toi, Greg.